Amis joueurs, amis joueuses, bienvenue dans cette Trick Track Télé, ce petit papotage, cette petite antéspective, parce qu'on ne peut pas encore dire une rétrospective, ça serait dans le passé, alors que là nous allons parler du futur d'un éditeur que vous appréciez particulièrement sur Trick Track, ceux dont on dit un petit peu qui ont formé le cœur de Trick Track au moins à ses débuts, c'est Istari et c'est donc Monsieur Cyril qui est avec nous. Salut Cyril. Salut. Bienvenue à toi dans cette Trick Track Télé. Je crois que c'est la première fois que je vais avoir l'heur de t'interviewer. Oui, on a peut-être déjà dû en faire ensemble, mais tu n'étais pas oui, c'est ça, mais bon, faire valoir. Tu as mis un fort beau t-shirt pour cette occasion. Je me suis dit justement, on va parler de futur, je vais prendre le passé. Ah ouais, bah oui. Je vais prendre le passé pour faire le lien. Oh, ceux-là, ils sont vieux. Hein. C'est les premiers qu'on a fait. C'est dans les premiers. Hein. Il doit avoir 10 ans, tu l'as maintenu en bon état. Hein. Il est normalement sous plastique et je ne l'ai sorti que pour toi. Alors, Istari, l'année 2016, c'est toi qui vas nous dresser un petit peu le portrait parce que après une année 2015 qui, ma foi, a quand même été aussi prolixe, 2016, c'est pas un ralentissement? De belles sorties. Non, je ne pense pas que ce soit un ralentissement quand je vois ce qu'il y a à tes pieds. Mais, déjà, de belles sorties, à mon sens. Hein, je vais sûrement en oublier dans le tas parce qu'il y a eu des traductions, tout ça. Mais bon, les deux dernières en date, c'est quand même Starfighter et Shakespeare. Je pense qu'on peut dire au vu des notes des jeux et compagnie, on peut dire que globalement, ça a plu. Et c'est transformé. Et puis des jeux qui sont dans la droite ligne de ce que peut-être les joueurs attendent d'Istari, entre guillemets. En tout cas, c'est la façon dont on se l'imagine. Des jeux où il va falloir utiliser votre cortex, vos neurones, et puis gérer un maximum. Généralement, des jeux où il y a un petit peu de silence autour de la table. Quoique Starfighter a quand même un petit peu du pain dans tes dents. Hein. On râle quand même beaucoup. Non, mais c'est vrai que c'est amusant parce que dès qu'on s'écarte un peu de la ligne, les gens ont l'impression qu'on n'a pas fait de jeu de gestion depuis longtemps. Et c'est vrai que par exemple Witness, c'était un écart de la ligne. Ouais. Voilà. Mais en même temps, je dirais que maintenant, on a presque deux casquettes. D'un côté, les jeux de gestion, et puis de l'autre côté, des choses plus narratives et enquêtes. Donc, c'est vrai. Depuis qu'on a fait Sherlock Holmes, qui est quand même un beau succès d'édition, c'est vrai que on s'est trouvé un public dans cette direction-là. Dans cette direction-là aussi. Donc voilà. Après, mais on n'oublie pas le jeu de gestion. Le truc, c'est que on ne veut pas se forcer à en faire si on n'en a pas des bons en prévision. À tel point même, pour avoir un petit peu préparé cette émission, qu'il peut arriver que certains attendent après un jeu dont ils ont joué sur un proto et puis non, ça y est, c'est toujours pas et vous n'allez pas le sortir rien que pour le plaisir de le sortir. Des fois on ne trouve pas des solutions. C'est vrai qu'on a discuté il y a peu de temps. Par exemple, Aliens, c'était un jeu qu'on voulait vraiment faire, dans lequel on a mis vraiment beaucoup d'énergie. On n'a pas vraiment trouvé de solution. Le pitch est quand même attirant. J'en suis le premier désolé pour les auteurs parce que le jeu est vraiment très bien et d'ailleurs il y avait des très bonnes parties mais il y en avait aussi qui malheureusement échouaient et on n'a jamais réussi à trouver l'équilibre. Donc voilà, ça peut arriver aussi et plutôt que de se forcer à sortir le jeu, à savoir que c'est pas pour une question de coût, même c'est juste… de vie du jeu, de potentiel du jeu. C'est aussi ça le métier d'éditeur, je crois. Ça arrive aussi. Alors du coup, tu nous as amené, alors ils sont pour l'instant à nos pieds, chers internautes, dans le devers de Trick Track, comme il se doit bien sûr, mais vous ne les verrez que lorsqu'ils vont sortir du chapeau de Monsieur Cyril d'Istari. Le premier que tu nous as mis sur la table est bien plus connu, extension de Race for the Galaxy. Invasion Xeno. Alors, je vais le remettre en caméra déportée parce que vous allez tout de suite comprendre, juste par ce petit élément qui est ici, Arc 3. Donc, le troisième arc narratif de Race for the Galaxy qui donc ne va se jouer qu'avec le jeu de base. Voilà, c'est un arc complet. Pour ce qu'on en sait, on n'est jamais sûr de rien, mais… Avec l'auteur, tu veux dire Si. D'accord. Mais a priori, je rappelle, les 3 premières extensions formaient un arc narratif. C'est ça. La quatrième extension formait le deuxième arc narratif, et ça, c'est la 5e extension qui forme le 3e arc narratif. On parle quand même d'un jeu qui, du coup, a une belle vie, sorti en 2007, me semble-t-il, d'après les notes. Le temps passe très vite. On a eu, comme tu le disais, les 3 premières extensions. Alors là, du coup, je fais hop comme ça. Ah oui, c'est Tempête en formation, Rebelle contre Imperium. Et puis, troisième, attends, bouge pas. Au bord de l'abîme. Voilà, ça c'était le premier arc narratif. Les 3 ensemble. Le deuxième, Alien Artefact, qui est un arc à part. Dont d'ailleurs tu te plais à dire qu'il forme presque un best-of. Oui, c'est ça que tu dirais? Alors,
Alien Artefact, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a deux parties, en fait. Il y a les cartes et puis il y a l'orbe. On peut jouer avec l'orbe et les cartes, c'est pas le problème. Le truc étant que, je veux bien l'avouer ici, parce que moi personnellement, je ne joue pas du tout l'orbe. Par contre, les cartes te plaisent énormément. Voilà, c'est ça. Pour moi, la grande force d'Alien Artefact, et le truc, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à l'orbe, parce que moi, je trouve ça un peu inutilement alambiqué, et donc je rejoins complètement les gens qui le disent. Par contre, pour moi, les cartes ont cet avantage qu'elles forment une sorte de best-of des 3 premières extensions. C'est-à-dire qu'avec très peu de cartes, le problème des 3 extensions, c'est qu'elles sont très bien, mais que ça fait un gros paquet, le paquet qui dilue l'exploration et son intérêt, entre autres. Voilà, naturellement. Mais malgré tout, on en a besoin pour mener certaines stratégies à bout. Par exemple, la stratégie verte, juste avec le paquet de base, c'est quand même un peu compliqué. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui jouent qu'avec la première extension ou qu'avec la première et la deuxième en omettant la troisième. Mais c'est dommage parce que du coup, on rate certaines cartes très sympathiques. Or, avec Alien Artefact, en fait, ils ont fait un condensé très pratique. Et moi, personnellement, quand je joue à Race for the Galaxy, jusque-là, je joue avec le paquet de base et le paquet d'Alien Artefact. Non pas pour dire que les 3 extensions sont inutiles, mais… Non, mais ça permet aussi d'avoir quand même une richesse de jeu. Alien Artefact, aussi bien que le premier arc, donc les 3 premières extensions, c'est aussi des styles de jeu. Donc ça veut dire que chaque joueur peut mixer les cartes qu'il préfère ou qu'ils aiment jouer avec le groupe de joueurs. Et du coup, Invasion Xeno nous emmène encore dans une autre… Oui, alors là, je peux ouvrir. Vas-y. Je peux ouvrir. Ça arrive quand, Cyril? Alors, la semaine prochaine, je crois. Donc, alors, nous sommes fin janvier, donc on va dire début février 2016. Je crois qu'on m'a dit le 3 février. Le 3 février, pour être plus précis. Et donc, oui, je t'ai coupé, excuse-moi. Alors là, justement, on est sur quelque chose de très différent. Parce que avec Invasion Xeno, on ne va pas pouvoir jouer… Enfin, il y a un mécanisme rajouté qui est l'invasion. Et on va pas pouvoir jouer, on doit pouvoir jouer avec les cartes sans jouer l'invasion, mais je ne vois pas l'intérêt personnellement. Parce que justement, c'est un mécanisme qui, au contraire de l'orbe, est déjà très sympathique et ensuite très intéressant à jouer. Donc là, autant avec Alien Artefact, je jouerai sans l'orbe, autant avec Invasion Xeno, je ne jouerai qu'avec l'invasion. Qu'avec l'invasion. Alors, qui est très intéressante. On a, comme vous l'avez vu, un certain nombre de punchboards. Alors, on retrouve les éléments qui vont aller avec la nouvelle extension et l'iconographie typique. On a un petit plateau supplémentaire. Oui, qui sert à déterminer la menace Xeno. Qui donc nous tombe dessus. Voilà. Menace extérieure qui n'est pas gérée par un joueur. Voilà, en gros. D'accord. C'est-à-dire que l'invasion Xeno, ça va être… En gros, il y a des vilains aliens pas beaux, façon la guerre des mondes, façon Edge of Tomorrow, la guerre des mondes, on les voit là. Ceux qu'on a vus sur la couverture, ça vole. Qui tombent sur la tronche des empires et ça va faire mal. Ça va faire mal, vraiment très mal. Ça peut faire vraiment mal. Ouais. Et donc, on va jouer à Race comme on a l'habitude de jouer, sauf qu'en plus, on va rajouter une petite phase à la fin qui est l'invasion. D'accord. À la fin de chaque tour, et l'invasion, et que ça va pouvoir créer 2 conditions supplémentaires qui vont arrêter la partie. Donc, je rappelle, une partie de Race s'arrête soit normalement quand tous les pions de points de victoire ont été pris, ou quand un tableau de joueurs est complet. Avec 12 cartes. Là, en plus, on va avoir une fin si on arrive à vaincre la menace Xeno. Complètement. Oui. Donc elle peut se vaincre, d'accord. Ou alors une fin si la menace Xeno nous anéantit. Nous pourrit tous. et donc, dans tous les cas, on va quand même compter les points et il y aura quand même un gagnant. Oui. Même si on se fait tous pourrir. Voilà, c'est pas coopératif. C'est coopératif jusqu'à un certain point. Oui, c'est ça. Il faut résister à une invasion. C'est un petit peu, on en a parlé aussi, un petit peu les invasions barbares de Respublica. Ah oui, il va falloir tout à fait. faire en sorte que ça dégage. Oui, effectivement, c'est un peu comme ça. Malgré tout, il n'y a pas vraiment l'aspect semi-coopératif. Oui, pas à ce point-là. Parfois, oui, parce que je vais un peu décrire comment ça se passe. Parce qu'on voit déjà les petites nouvelles icônes. Ouais, alors, il y a principalement 2 nouvelles icônes qui sont celles-là. Donc le bouclier et celle-là, on va dire… bouclier inversé, mais c'est pas la vraiment. pointe de flèche ou un truc comme ça. Ça, c'est du militaire exclusivement contre les Xénos. D'accord. Donc +1 pour attaquer les Xénos et ça, c'est +1 pour se défendre des Xénos.
Ok. Donc voilà. Et ce sont des valeurs, je vais mettre ça un petit peu légèrement, voilà, comme ça on les verra mieux. Est-ce que ces valeurs sont amenées à changer? Par exemple, je me protège contre les xénos, je suis à, je sais pas, je suis à 10, et puis il me tape dessus et donc elle va diminuer? Non. Ah, c'est pas comme ça. Elle est amenée à augmenter en général. Encore qu'elle puisse baisser parce qu'il y a des cartes qui font du -1 quand même. D'accord. Mais elle peut aussi baisser. Enfin, si elle peut baisser, s'il t'arrive des problèmes. On va les évoquer. Voyons voir quels sont les types de problèmes que les xénos pourraient nous porter. Alors, en gros, donc, beaucoup de choses vont se jouer sur cette petite carte. Les joueurs, au début, vont être positionnés sur le 0. Oui. Et la menace xéno va être fixée en fonction du nombre de joueurs. 5 joueurs, 4 joueurs, 3 joueurs, 2 joueurs. D'accord. Donc là, par exemple, supposons qu'on joue à 2, la menace, ça sera à 22. Il y a un petit jeton qui va avec. Ouais, enfin, c'est pas celle-là, mais ça c'est les jetons des joueurs. Mais il y a un petit truc dans le punchboard qui permet de dire la menace xéno, elle est à 22. Ok. Il va aussi y avoir des cartes, si tu arrives à les attraper, les cartes d'invasion. Qui sont certainement. Oui, voilà. Alors là, on les voit. Alors ça, c'est la face, ça, c'est le dos. On va voir que c'est une carte de la phase 1 parce que la menace va croître, on va dire. C'est-à-dire qu'au début, c'est des petites valeurs. Mais il y a plus. Oui, enfin, ça peut monter jusqu'à 3-4. Et à la fin, on va voir que ça peut être très très méchant. Ça, c'est la phase 3. Donc ça veut dire valeur militaire du joueur plus 5. Donc c'est-à-dire si j'ai 15, ça fait 20. Donc c'est méchant. On déterminerait la valeur d'invasion xéno pour chaque joueur? Alors oui, tu vas voir. Okay. Alors, on joue. Alors déjà, les 2 premiers tours, il n'y a pas d'invasion xéno. Il y a une carte qui dit, voilà, au premier tour, il y aura une phase de colonisation gratuite. Donc on permet aux joueurs de faire une colonisation gratuite au premier tour. Au deuxième tour, il ne se passe rien de spécial. À partir du 3e tour, ça démarre. Invasion xéno. On commence l'invasion xéno en checkant la valeur militaire de chaque joueur. La valeur militaire de chaque joueur, c'est facile, c'est la somme de ces trucs. La défense ne compte pas, c'est vraiment la valeur militaire d'attaque. Là, supposons que tu aies ces 3 cartes, justement, ta valeur militaire, c'est 3. 2. 1, 2, 3. Ah oui, tu comptes aussi celle-là. Ah oui, d'accord, ok. Contre les xénos. Moi, on va dire que ma valeur militaire, c'est 2. On s'en fiche, voilà. Et donc, notre valeur combinée, c'est 5. On fait la somme de toutes les valeurs. Ok. Première remarque, si on arrive à dépasser la menace xéno, on a gagné la partie. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On a vaincu les xénos. À nous tous, on est bien plus fort qu'eux. On a vaincu les xénos et donc la partie s'arrête. On se doute bien que là, tu vois… on en est loin. On en est loin. Mais il y a un truc, je ne vais pas rentrer dans le super détail des règles, mais on peut faire baisser cette menace en sacrifiant des ressources. Il y a un moment de la partie où on peut dire, moi je sacrifie 2-3 ressources. Je fais baisser la menace. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a 2 manières de combattre. Premièrement, de monter militairement. Deuxièmement, de faire baisser la menace. Et donc, mais ça nous coûte. Si on arrive, si la force combinée des joueurs dépasse la menace xéno, ça veut dire que l'invasion est indiquée, la partie s'arrête, on compte les points et on voit qui a gagné. D'accord. Maintenant, au début et dans la plupart des cas, fin de phase, voilà ce qui va se passer. On va prendre les cartes. Oui. Et on va les révéler. Bon, là j'ai mis un 4 beaucoup trop facile. Donc voilà, celui qui est le plus fort militairement, il va se voir assigner la pire menace. La plus grosse. Là, en l'occurrence, donc, j'étais parti à plus que toi, je me prendrais une menace de 2. Ouais, et moi, je prendrais l'autre. D'accord. Maintenant, on va devoir combattre cette menace. Alors, c'est très simple. Globalement, en l'occurrence, là, là, on est sur un très mauvais exemple. Mais bon, on va dire que toi, tu as 1, en fait, en militaire, tu dois dépasser 2. Donc, tu dois dépasser 2. Comment ça peut se passer? Alors, des fois, tu as des cartes, tu vois, ça te donne plus 1 en défense. Ça, si tu défausses, ça te redonne plus 1 en défense. D'accord. En gros, si tu arrives à dépasser, il ne t'arrive rien, voire même, tu prends 1 point de victoire. Ok. Donc, victoire militaire sur les xénos. Tu as combattu cette menace, ça va très bien. Ensuite, on regarde moi comment je passe. Alors, moi, mon problème, c'est que j'ai 0 militaire. Je peux peut-être pas. D'accord. Si j'y arrive aussi, je vais prendre des points de victoire et voire même peut-être un peu plus. J'ai plus la table sous les yeux, mais suivant le nombre de joueurs, le plus faible, il a plus de mérite à vaincre. À avoir vaincu les xénos. Voilà. D'accord. Voilà, c'est cette table-là. Bouge pas. Hop.
je vais la mettre en déporté. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, ça veut dire que nous jouons à 2 joueurs. Celui qui arrive à endiguer l'invasion Xeno, celui qui était le plus fort, il gagne 1 point. Et celui qui était le moins fort, il gagne 2 points. Donc je suis quand même motivé à vaincre cette invasion Xeno. Tous les joueurs ont une invasion Xeno, Cyril ? Oui, forcément. Donc on retourne autant de cartes. Après, il peut y avoir -1. D'accord. Ou 0. Voilà. En tous les cas, il faut faire supérieur. D'accord. Si jamais j'y arrive pas, par contre, il va m'arriver un vrai problème, et toi aussi. Supposons que tu n'aies pas réussi à vaincre cette invasion Xeno, et les Xeno, ils t'ont fait une vague d'attaque, ils ont réussi. Et bien maintenant, ils vont détruire un de tes mondes. Oh purée. Et donc là, tu vas choisir. D'accord. Mais je prends un monde détruit. En fait, tu ne vas pas le détruire. Alors, il y a 2 méthodes. Il y a des marqueurs, le monde est détruit. Nous, on joue en le retournant, mais c'est plus pratique de mettre un marqueur, il est détruit celui-là. D'accord. Il n'est pas détruit, il est endommagé. Oui, il s'est fait envahir. Voilà. Donc maintenant, tu joues sans ce monde, y compris pour ton bonus militaire, y compris tout ça. Oui, la totale. Et y compris sur mon tableau complet. Voilà. Elle compte quand même dans les cartes que j'ai jouées. Complet, oui. Ce qui fait que tu peux arriver à la fin avec 12 cartes, mais 5 mondes détruits, qui ne te rapporteront pas de points de victoire, qui ne produiront pas, etc. Ouais. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il y a une nouvelle action, alors tu dois l'avoir dedans, qui s'appelle produire, réparer. Produire, réparer. Produire, réparer, oui. Tu vas la voir, elle est à 5, donc. Produire, non. Elle doit être après. Tu vas la trouver. Bougez pas, nous allons vous montrer la produire, réparer. Si on la trouve. Voilà la mode, voilà. Hop. Produire, réparation, la voilà. En gros, celui qui fait l'action produire, réparer, son action spéciale, c'est de retourner le monde endommagé. D'accord. On peut également, à n'importe quel moment, réparer un monde endommagé en sacrifiant des ressources. Ok. À n'importe quel moment. C'est pas une phase. C'est pas une phase. Oui. D'accord. Par contre, ça coûte un peu cher. Donc, c'est ça. À réfléchir. Ça te ralentit d'autant. D'accord. Surtout qu'on va dire que si tu ne te défends pas très bien, on va dire que tu n'es pas très fort en militaire, donc tu es plutôt un producteur de ressources. Bah oui, et tu vas en avoir besoin. Et tu vas en avoir besoin pour ta stratégie. C'est ce que tu expliquais, ça donne une. C'est ce que tu expliquais hors antenne, je précise, mais du coup on va le dire à l'antenne. Ça donne une dynamique assez différente, presque inversée. Alors, on force le trait. Oui, on force le trait, mais disons que par exemple, on avait tendance à voir des militaires qui avaient envie de rusher dans Race for the Galaxy et au contraire des producteurs qui avaient envie de prendre le temps de faire leur consommé x2, tout ça. Là, on arrive presque à une inversion des trucs, c'est-à-dire que là, les militaires, ils arrivent à peu près à gérer les attaques, donc ils ont un peu le temps. Et par contre, les producteurs, ils essaient de prendre le maximum de points de victoire le plus vite possible. Donc, je dis pas que c'est une inversion complète, mais c'est une tendance. Bon, surtout que, alors, maintenant, le truc, c'est qu'on a parlé du fait où toi, tu résistais à l'invasion, pas moi, ou moi, je résistais à l'invasion, pas toi. Il peut aussi se passer qu'aucun de nous deux ne résiste à l'invasion. D'accord. Auquel cas, il y a un petit marqueur qui est là. Hop. Voilà. Donc, il est sur la face. Je ne sais pas dans quel sens on l'utilise, mais on va dire il est sur la face 1. C'est-à-dire, ça, c'est le nombre d'échecs auquel on a le droit. Donc, si jamais tous les deux, on se fait battre par les Xénos, ce qui peut arriver on a dépassé. On le retourne. Voilà, là, on n'a plus le droit à l'échec. D'accord. Si jamais on se refait battre tous les deux par les Xénos, c'est-à-dire l'intégralité des joueurs présents à la table, la partie s'arrête. C'est fini, on s'est fait avoir. Défaite, on compte les points. Et voilà. Donc, il y a de la ruse. Moi, comme je te le disais, par exemple, dans la dernière partie que j'ai faite hier, il y a un tour, alors que je suis militairement fort, que je peux résister en sacrifiant une carte. Parce que tous les joueurs ont un petit bunker, bon je le dis, mais tous les joueurs ont un petit pouvoir supplémentaire qui est de jeter une carte pour faire +2 en défense. Mais moi hier, par exemple, j'ai choisi de ne pas faire ce pouvoir. Pourquoi? Parce que cette carte que je jetais, elle allait m'empêcher de poser au tour d'après de bonifier une carte qui m'intéressait vraiment. Et donc, des fois, ça peut arriver qu'un joueur qui peut militairement vaincre ne le fasse pas par d'autres raisons. Donc, ça crée une petite couche de réflexion supplémentaire très intéressante en fait. Et des dynamiques de jeu complètement différentes. Alors, autant l'orbe dans Alien Artifact, je comprends qu'on puisse ne pas en avoir besoin. Que certains n'aiment pas. Autant là, je ne vois pas comment on peut jouer avec ces cartes sans l'invasion Xeno. Ça fait des parties de race, c'est toujours race, mais c'est très différent. J'aime beaucoup, franchement. La tonalité que ça donne au jeu. On a adoré la partie. Au début, on se dit, ça va être facile. Puis l'invasion, elle monte. Et à un moment donné, on se dit, mais. On serre les fesses. C'est-à-dire que là, on se dit, là, je vais commencer à retourner un monde, puis un deuxième, puis un troisième. Et là, ça fait, ouh là là. Ça sent pas bon pour mon empire galactique. Exactement.
Donc, c'est l'Arc 3 de Race for the Galaxy, Invasion Xeno, disponible début février 2016. Bon, c'est j'imagine le prix classique. Je crois que c'est 23 €. 23 €. Donc, trouvable à moins, j'imagine, les boutiques font des offres. Des offres. 5 mondes de départ. On peut donc toujours y jouer jusqu'à 5 joueurs. Il y a des mondes de départ. Les cartes actions pour le 5e joueur et en plus la nouvelle action réparée. Et puis voilà, 40 cartes invasion, les cartes production, etc. Les petits bunkers. Il y a pas mal de matériel. Il y a quand même. Il y a pas mal de punchboards, etc. C'est une extension pour Race for the Galaxy, toujours signé de Tom Lehman. Et je pense que, vraiment, cet arc-là, je le trouve vraiment super. Quoi. Vraiment, plaisant à jouer. Monsieur Cyril approved, pourrait-on dire. Je le mets dans le devers de Trick Track parce que on va continuer cette année 2016. Donc là, ça arrive là de maintenant tout de suite. La suite qui arrive. Ah mais celui-là on connaît Cyril. Oui on connaît. Shakespeare. Mais enfin Shakespeare qui n'est même pas à l'As d'or, mais on connaît. non pardon, elle était facile. Shakespeare, le jeu que vous pouvez voir dans la Trick Track télé. L'auteur était même venu avec nous pour en parler. C'est vrai. Mais effectivement depuis les gens se doutent de quoi on va parler. On est bien d'accord, on a eu quelques articles et tu nous as teasé à mort et bien expliqué les choses. C'est toi qui as fait les articles sur l'extension de Shakespeare qui arrive. Qui arrive en avril-mai. D'accord, avril-mai. Elle est réglée, elle est prête. Bah écoute, elle est prête. Non, elle est prête. Elle est finie d'être illustrée. Mais nous, on joue avec un vilain prototype. Il faut le savoir. D'ailleurs, au dos du vilain prototype, tu as les dos de cartes. C'est le prototype de Starfighter. C'est Starfighter Shakespeare. En fait, c'est les différents acteurs en ont eu ras-le-bol. Ils sont partis en guerre contre l'Empire. Mais au final, ah oui d'accord, c'est pas le même style d'illustration. Ah bah c'est notre prototype. Hein. Voilà, quand on est éditeur, on travaille pas forcément avec de marvelous prototypes. C'est exactement ça. Alors bon, les gens, pour voir à quoi ça ressemble graphiquement, ils ont malgré tout la ressource d'aller lire mes petits articles pour peu qu'ils soient intéressants. Ou intéressé. Oui. Parce qu'intéressant, moi, j'en ai pas de doute. Visiblement, le taux de lecture le montre également. Et donc, du coup, tu avais déjà quelques artworks. Oui, alors si tu veux, regarde, on a fait l'extension. Au début, on a récupéré des trucs qu'on avait. La première vraie illustration qu'on a eue. Et puis après, pour le reste, regarde l'ours, il est mignon comme ça aussi. Ça, c'est l'ours. L'ours qui Mais il ne sera pas comme ça en vrai, non. On est bien d'accord. Ophélie. On la reconnaît un peu. Ah, c'est Kirsten Dunst, je crois. Je trouve ça plutôt un bon choix. Voilà. J'aime bien. Oui. Après, celle-là, c'est une vraie. Voilà. D'accord. Alors, on va détailler. Donc, déjà, premièrement, comme vous le voyez, il y a des nouveaux acteurs. Enfin, je le dis ça pour ceux qui n'ont pas lu la série d'articles. C'est ça. Sinon, les autres vont le savoir. Vous le savez déjà. Ça va se présenter avec plusieurs cartes. Un paquet de 50 cartes. Un paquet de 50 cartes. On va donc pourquoi? Parce que en fait, notre volonté, c'est de faire une petite extension pas chère, mais qui change vraiment le jeu, c'est-à-dire qui rajoute une couche supplémentaire au jeu. Sachant que ce ne sera pas inaccessible pour les gens par exemple pour les gens qui auraient découvert le jeu de gestion avec Shakespeare, parce que c'est jouable malgré tout de le découvrir avec Shakespeare. Naturellement, on ne peut pas être débutant total et commencer avec Shakespeare, mais les gens qui se sont dit tiens, j'ai envie d'une marge supplémentaire, on me dit que Shakespeare c'est intéressant, voilà. Ceux-là, je pense qu'ils pourront jouer avec l'extension. Ça va leur rajouter. En fait, c'est la marche suivante, quoi. Les joueurs expérimentés, enfin les joueurs core, eux vont encore plus prendre leur. Je pense que c'est pour eux, avant toute chose. Moi, par exemple, naturellement, c'est facile à dire parce que je suis en train de faire de la promotion, mais non, tu expliques juste. Mes testeurs refusent désormais de jouer à Shakespeare sans l'extension. D'accord. Donc voilà, elle rajoute une couche de réflexion supplémentaire, pas de la complexité parce que les règles sont relativement simples, mais elle rajoute une couche de réflexion supplémentaire qui fait qu'on a envie, quoi. Au-delà de simplement rajouter du matériel, c'est-à-dire d'autres acteurs, etc., il y a quand même d'autres éléments à prendre en compte. Voilà. Alors, voyons cela. Et c'est qu'avec 50 cartes, c'est ça qui est beau. Oui, malgré tout. Alors, déjà, commençons par le classique, d'autres acteurs. Donc voilà, là, vous les voyez tout moches, vous les verrez, vous les verrez pas vraiment tout moches. Non, c'est vrai. Vous les voyez tout spéciaux, on va dire, et vous les verrez mieux dans les articles, surtout que je les détaille dans les articles, voilà. Oui, avec leur effet, la façon. Des nouveaux acteurs, mais déjà rien que pour les acteurs, on n'a pas voulu rajouter du tout venant. On s'est dit, il faut trouver des nouvelles choses. Et donc voilà,
Donc voilà, par exemple, là, ces 3 acteurs-là, ils ont un pouvoir un peu spécial qui est que, en fait, ils ont des petits costumes, ce qu'on appelle des petits costumes. Les costumes, ils font que 2 au lieu de 3. Ouais. Mais en gros, ce type d'acteur-là ne va pas mieux répéter, enfin, n'aura pas de répétition en costume. Mais par contre, dès qu'il a son costume, il débloque la deuxième partie de son pouvoir. D'accord. C'est-à-dire que là, elle aura une plume bleue, mais dès qu'elle a son costume, elle a 2 plumes bleues. Elle en a un deuxième. D'accord. Ce qui, pour un personnage à 1, le rend très puissant. Ah oui. Donc pareil dans les 3 trucs, ce qui va créer une dynamique pour pousser. Par exemple, si tu as besoin de beaucoup d'argent, tu vas acheter Shylock, le marchand de Venise. Ça tombe bien. Et donc, tu vas pouvoir faire un vrai rush sur le rouge. D'accord. Et donc, te sortir de problématiques d'argent. Voilà, il y a les mêmes pour les 3. Dans la même problématique, on a, alors je vais faire les acteurs à 5, oui, par exemple. Donc elle va donner un jeton plus 3, ce qui est jusque-là réservé aux décorateurs, donc c'est assez puissant. Lui, il va faire reculer d'une piste, alors on ne le voit pas, mais c'est le spectre, c'est celui qui est dans la main de Hamlet. Ah oui, le roi. Il va faire reculer sur une piste les autres joueurs et en plus gagner une carte reine. Une carte reine. Appui de la reine, oui. Ouais. Et lui, il va faire répéter un et 3 actes, ce qui est monstrueux, mais il prend aussi une mauvaise ambiance. Et par contre, s'il a son costume, il ne prend plus la mauvaise ambiance. Ah oui. Donc voilà, c'est donc des choix plutôt forts. Et après, on a les 3. L'ours qui a fait couler beaucoup d'encre. Ouais, on dirait. Alors lui, pareil, il fait une mauvaise ambiance quand il est habillé. Lui, il retire une pièce quand il est habillé. Or, quand on sait qu'à Shakespeare, les budgets sont serrés. Il suffit d'avoir un Prospero pour doubler ce pouvoir-là. Saleté de Marc-Antoine. Oui, okay. Marc-Antoine, c'est un méchant. Et lui, il te donne la première action du tour, l'ours. C'est-à-dire que dès le moment où tu as l'ours, tu ne l'activeras pas. D'accord. Alors, c'est une petite référence à Shakespeare, parce qu'en fait, Shakespeare a parlé… tu sais, dans le théâtre, tu as le texte que disent les acteurs, et puis tu as les consignes. Et Shakespeare a mis une consigne qui a fait couler beaucoup d'encre, justement. Dans Winter's Tale, il écrit « Il sort poursuivi par un ours ». D'accord. Et en fait, comme Shakespeare, c'est une période assez mystérieuse, pas très documentée, depuis, tout le monde, et notamment tous les metteurs en scène qui ont mis en scène Winter's Tale, se disent comment je mets ça en scène. Alors, des fois, il y a un gars habillé en ours, voilà. Et sur Shakespeare, on ne sait pas comment il a géré ça. Est-ce qu'il a mis un vrai ours? C'est possible, il y avait des ours des ours savants. Des ours savants à son époque et disponibles à Londres, ou un gars habillé, ou rien. Voilà, on ne sait pas. Énigmatique. Ouais. Et le clin d'œil est présent dans l'extension de Shakespeare. C'est pour ça qu'on a voulu le mettre. Et en fait, pour renforcer cette notion de hâte, on s'est dit, le pouvoir de l'ours, ça va être… Je ne l'activerai jamais, l'ours. Je peux l'habiller comme mais il me donne la première action du tour. C'est-à-dire que je vais jouer avant tout le monde un coup. Et après on prend le tour normal. Voilà. D'accord. Et c'est très intéressant dynamiquement. C'est la feinte de l'ours. Bref, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde associatif, c'est la feinte de l'ours. Donc ça, ce sont les nouveaux acteurs. Les nouveaux personnages. On s'en doute bien, on va avoir un problème de paquet si on rajoute tous les nouveaux acteurs. Ah oui. Donc nous, ce qu'on dit, c'est prenez-en 13. Les autres, mettez-les à part. On peut jouer juste avec ces nouveaux acteurs si on a envie. D'accord. On va voir qu'on a moyen de les intégrer quand même dans le jeu grâce aux coulisses. On va voir comment après. Voilà, je savais bien qu'il y avait quelque chose de nouveau. Voilà, avec ces 13, on va prendre que 13 acteurs. Pourquoi? Pour garantir qu'il va y avoir quand même des costumés et des décorateurs qui vont sortir. Oui, c'est ça. Si on met 22 acteurs, on change complètement la probabilité d'avoir les costumés. Et ça va être beaucoup moins intéressant. Donc on conseille d'en mettre que 13. Après, on peut les choisir. Moi, je dis, tiens, j'ai envie de jouer avec tous les nouveaux. Ah oui, tu peux même faire une phase de draft? Oui, éventuellement. Pourquoi pas? Éventuellement. Ah ouais, c'est drôle. D'accord. Et les autres, en fait, on ne les jette pas pour autant, on les met à part. Oui. On va les mettre à part et on va laisser le premier visible. Donc, ça va être important. Il est là. Maintenant, le système des coulisses. Alors, attends, on va un peu faire un mélange. On va faire un mélange. Tiens, le système des coulisses, ça marche à peu près… Enfin, ça va rajouter une petite densité supplémentaire au jeu. En fait, dans les coulisses, il y a des personnages. Alors là, attendez-vous pas à avoir des belles cartes. Ce ne sont pas les illustrations définitives, bien entendu. Oui, naturellement. Mais il me semble que maintenant, elles sont prêtes. Là, ça y est. Elles sont encore moins définitives que ce que j'ai mis sur Trick Track, d'accord. Qui déjà ne sont pas finies. D'accord. Alors en fait, tu vas en mettre autant que le nombre de joueurs plus 2. Et c'est exactement comme les cartes personnages que tu sors. Donc, au début de la partie, tu en mets autant que le nombre de joueurs plus 2, et à chaque phase de maintenance, tu les vires et tu en remets autant que le jeu. Exactement comme les cartes personnages. Donc, tu vas les mettre comme ça.
tu vas les aligner. On va les mettre en plus grand. Ouais, je sais pas si tu peux les voir. On va laisser un petit peu de place, histoire que ce soit, voilà, centre de table. Boum, boum. Voilà. Hop, 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 hop. On s'est fait notre petite liste. Et en fait, à côté, tu vas mettre le paquet des cartes. D'accord. Voilà. Bon, ça, c'est les acteurs, on les laisse un peu à part. Essaye d'attraper, si tu peux, les petits jetons. Ceux-là, tu vois, regarde. Ah, d'accord. Pour faire qu'on fasse une fausse phase de mise. On va faire une... Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, prends-en un pour toi. Ouais. Je vais vous montrer précisément avec des images parce que c'est beaucoup plus simple. Comment c'est ça plus parlant marche. qu'un discours. Vous allez la voir en scoop. Alors, tu te rappelles qu'à Shakespeare, on a tous les deux notre plateau individuel. Ici, on monte notre décor, nos acteurs. En fait, la phase de mise, on va dire, bon, combien j'en active. OK. Sachant qu'il faudra reposer, etc. Oui. Donc, on va faire une fausse phase de mise. Donc, vas-y, tu mises, je mise. Voilà. Tu veux que je mise quelque chose de spécial pour ton explication? C'est pas grave, ça marche dans tous les cas. OK, tu as misé 2, donc ça veut dire que tu vas être premier joueur, tu vas marquer un point, etc. Moi, j'ai misé 3, OK. Normalement, les autres pions, ceux que tu n'as pas misé, tu les jettes. Non, j'en ai jeté beaucoup, mais bon. Non, mais oui, c'est parce que tu as misé avec ça. Ah, purée, quelle andouille. Alors, ceux-là, c'est ceux que je vais utiliser. Ceux-là, c'est ceux que j'aurais normalement jetés. D'accord. Là, je vais les mettre là, à la place, là-dessus. Ah oui, donc, ils ne sont pas que jetés. Ah non, au contraire. Et c'est là tout le problème. Ça, c'est les coulisses. Maintenant, comment ça va se jouer, les coulisses? Dans la phase 2, tu te rappelles qu'on a le choix entre deux actions. La première, recruter. C'est-à-dire que là, j'aurai mes personnages. Alors, je vais faire semblant qu'il y ait des personnages. On fait semblant une fois encore. Cette vidéo, cette partie de la vidéo ne s'applique qu'à ceux qui connaissent déjà un petit peu Shakespeare. Sinon, n'hésitez pas à aller le voir. La vidéo, elle est sur TrickTrack. Alors, je rappelle, à Shakespeare, normalement, on peut recruter une fois dans le tour. Donc là, par exemple, tiens, je vais recruter l'ours. Ça, c'est fait. On peut activer quelque chose sur son plateau individuel. Donc, attends, je vais te le mettre devant toi. Voilà. On va le mettre. Donc, tu vas dire, je vais activer. Hop. Attends, bouge pas, note, j'arrive. Je suis en plan trop serré. Voilà qui est fait. On peut activer quelque chose. Donc, par exemple, tu actives Shakespeare, ce qui va te faire avancer en utilisant un des pions. Voilà. Et maintenant, troisième action possible, on peut activer un personnage des coulisses. D'accord. Et c'est là tout le problème. Donc, par exemple, j'ai plusieurs personnages. Donc là, il y en a dont je n'ai pas encore parlé sur Internet. Donc, oh là là, le scope. On va voir. Donc, à mon tour, j'ai le choix entre recruter, jouer là, ou activer un personnage des coulisses. Alors, ça tombe bien, j'ai les deux qui sont un peu spéciaux. J'ai les coups. Ces deux-là, celui-là et celui-là, ça marche un peu comme des artisans. C'est-à-dire que je peux dépenser un jeton et je le recrute. Ah, c'est recruter. Ceux-là, je les recrute. D'accord. Il y en a qu'on recrute, il y en a d'autres qu'on active. Alors, je vais peut-être les détailler un petit peu, mais on verra. Sinon, sur un usage plus général, comme tu vois, les cartes, elles ont souvent plusieurs coups. Par exemple, le marchand, pour 1, je vais pouvoir prendre un élément de décor. Un élément disponible de décor. Et pour 2, un élément plus avancé éventuellement. Donc là, par exemple, mon tour pourrait très bien être de dire, bon, moi, plutôt que de recruter ou plutôt que d'activer, je vois qu'il y a un décor 5 disponible qui m'intéresse. Je fais ça, je prends un décor 5. À mon tour, et c'est mon action. Mon tour est fini, maintenant c'est à toi. D'accord. Donc si tu veux, tu joues, au lieu de jouer à 2 endroits, c'est-à-dire recrutement ou là, je comprends. Tu joues à 3 endroits, tu as en plus ça. Naturellement, c'est des pouvoirs, alors certains plus anecdotiques et d'autres plus puissants. Oui, en fonction du moment. La question que je vais te poser, auquel tu as peut-être déjà répondu, est-ce que j'ai joué le marchand? Il lui reste encore un niveau? Non. Ou alors il te reste des... Non, désormais, c'est condamné. C'est condamné pour tout le monde. D'accord. Alors, vous voyez qu'il y a 2 types de personnages. La plupart, 90% sont comme ça. D'accord. Et 80%. Et ceux-là, on les recrute. D'accord. Notamment le souffleur, on en a parlé déjà sur TrickTrack. Le souffleur va te permettre de ne pas subir de malus pendant les répétitions en costume. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que tu marquerais normalement -1, tu peux lui payer une pièce. Et puis en fait, ça permet à ce que la répétition finalement se passe bien. Voilà. De même, lui, le chiffonnier, il va te permettre de te servir non pas dans les pièces disponibles, on se rappelle qu'il y a la guerre pour les pièces disponibles, et bien avec le chiffonnier, tu vas pouvoir aller prendre les pièces dans les pièces qu'on a défaussées des tours d'avant. Depuis le début. Ah oui, d'accord. Alors ça te permet de te donner quand même pas mal de liberté. En fonction du moment où il arrive, en plus, ça va devenir plus ou moins intéressant. Alors après, je vais vous révéler, alors il y en a un petit nouveau qu'on n'a pas encore vu. Alors le marchand, je ne crois pas qu'on l'avait déjà vu, mais bon voilà, il va permettre de prendre une pièce de décor ou de costume, parce qu'il y a un autre marchand pour les costumes. La doublure.
On l'a déjà vu, mais elle peut être puissante, c'est-à-dire qu'elle va te servir à activer un acteur, en fait. D'accord. Si je mets un cylindre, un acteur de valeur 1, si je mets 2 cylindres, un acteur de valeur 3, si je mets 3 cylindres, un acteur de valeur 5. Sauf que je l'active par ma doublure et pas sur mon acteur. Il n'aura pas forcément besoin de se reposer. Ouais, et voire même, s'il est reposé, tu peux l'activer quand même. Quand même. Ah oui, c'est assez monstrueux. Wow. Donc, supposons, j'en sais rien, moi, que tu es elle. Oui. Tu dis, bon, bah là, tu dis là, je vais mettre… Je fais la doublure. Je vais mettre 3. Boom. Je l'active. C'est même pas la peine de poser un jeton. D'accord. Tu prends ton truc plus 3. Je prends le plus 3 et je pourrais, moi, l'activer. La réactiver derrière. Reprendre un plus 3. C'est en fait, tu vois, en fait, c'est la philosophie du truc qu'on a fait. On s'est dit, bon, quels métiers sont dans le théâtre qu'on n'a pas utilisés? Oui, vous êtes reparti du thème. Oui, complètement. Ouais. Donc, nous, pendant tous les tests, il y avait un des testeurs qui disait, faut un souffleur, faut un souffleur, faut un souffleur. Et à un moment donné, on s'est dit, il a raison, faut un souffleur. On sait quoi le pouvoir d'un souffleur? C'est de t'aider quand tu joues. Dans la panade. Donc, il va t'empêcher de prendre le -1. D'accord. La doublure, qu'est-ce que c'est qu'une doublure? C'est quelqu'un qui remplace un acteur. Oui, tout à fait. Qui remplace un acteur. Et donc, ça fait ça remplace un acteur. Donc, tu n'as pas besoin de l'activer. Tu as un gars qui vient à la place. Ça. Alors là, il coûte un peu cher. Oui, mais bon, on est quand même… C'est une doublure de grande actrice. Voilà. De grande actrice, s'il vous plaît. Le marchand, il va te vendre des éléments. Il te vend des éléments. Et alors, le chapelier, on ne l'a pas encore vu. Je pense que du coup, si les fans de la petite série vont pouvoir découvrir le chapelier, c'est un truc qu'on avait vraiment envie de mettre. Alors, si tu veux me sortir quelques éléments de costume, s'il te plaît. Quelques éléments de costume. Je sais pas si c'est dans le… Non, il est dans l'autre. Oui, naturellement, on cherche toujours dans le mauvais. C'est dans le mauvais. Donc, tu as les éléments de costume qui sont disponibles pour le tour. Oui. Je ne sais pas si tu les vois. Voilà. Bon, mettons, on a ça disponible pour le tour. Le chapelier, si tu y vas avec un jeton, tu vas prendre un chapeau. D'accord. On va voir ce que c'est. Ouais. Si tu y vas avec 2 jetons, tu vas prendre 2 chapeaux. Alors, quand on dit 2 chapeaux… oui, avec 3 jetons, pardon. Oui, c'est 1, 3. Oui, en plus, l'iconographie est plutôt claire. Mais… Ah oui, tu as vu. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chapeau? Un chapeau, c'est un élément de costume et c'est l'alvis, n'importe lequel. N'importe lequel. N'importe lequel. On va voir après comment on s'en sert. Sauf, bien entendu, l'or. La règle de l'or reste toujours valable. On n'a pas le droit. Il n'y a que l'orfèvre qui permet de prendre de l'or. Qui peut chercher de l'or. Ok. Alors, par exemple, je vais dire, je vais prendre le 5, ce qui peut embêter des gens. Oui, tu m'étonnes, il n'y en avait qu'un. Je vais prendre le 5 et je vais prendre le 1. Bon, allez, voilà. Ok. Ensuite, mon chapeau, je vais le mettre en chapeau. En chapeau. C'est-à-dire qu'il y a une règle, je le pose sur l'élément de costume le plus à gauche. Bon, après, vous pouvez dire au centre si vous préférez. Hein. Je le pose là. Donc, on considère qu'il n'est pas dans le costume. Il n'est pas dans le costume. Il vient en plus. Il vient en plus. Au-dessus. OK. Le truc, c'est que… donc, je prends n'importe lequel. Oui. Il ne comptera pas dans le costume, d'ailleurs. Visiblement. Mais par contre, en fin de partie… Admettons qu'on ait fait son costume. Même pas forcément. Costume ou pas, d'accord. Si j'ai une valeur de 6, donc là 5 et 1, 6, c'est un point de victoire. Excellent. Il va falloir marier, entre guillemets, les extrêmes. Voilà, ou 3-3. 3-3, d'accord. Et donc voilà. Donc le truc étant que tu prends n'importe lequel. Il n'y a pas d'histoire de valeur, il n'y a pas de le 5 c'est mieux que le 1. Non, tu prends celui que tu veux. C'est juste pour compléter tes costumes. Voilà. Et avec du point de victoire. Et tu peux faire… il y a plusieurs chapeliers, tu peux faire pas mal de points de victoire. D'accord. Et donc tu vois, c'est un petit chapeau. Ouais, ok. C'est le petit chapeau que vous ne connaissiez pas encore. Oui, à travers les articles de Trick Track. Il doit y en avoir d'autres. Donc tu vois, ce que tu vas faire, c'est ça. Petit détail supplémentaire, tu peux être juste, mettons par exemple, tu as misé 5. Si tu as misé 5, tu vas les jouer ici, tu n'en as aucun ici. Oui. Donc tu vas regarder les autres s'en servir. Okay. Oui, mais sauf qu'on a rajouté un pouvoir à la carte de recrutement. Oui. C'est que la carte de recrutement vaut pour un cylindre aussi. En gros, c'est un cylindre virtuel. Donc si je ne recrute pas… donc tu peux dire à n'importe quel tour, tu vas dire… Enfin, je ne vais pas faire de recrutement à ce tour-là. Et par contre, tu peux faire ça. Bon, moi, voilà, je fais chapelier. Ah, donc, tu vas prendre ton… Tu vas le faire avec ta carte de recrutement. Ouais, voilà. D'accord. Donc, même si tu as misé 5, techniquement, tu peux aller jouer aux coulisses. Oh, le nombre de choix. Ah oui. Ça veut dire que tu ne vas pas recruter. Mais en même temps, des fois, tu n'as pas envie de recruter. De toute façon, tu n'as pas besoin. Oui, tout à fait. Voilà. Donc voilà. Après, je vais regarder si on a d'autres cartes intéressantes. Si tu veux en donner une petite ou l'autre. Et ça, l'extension, tu as dit avril, mai 50 cartes pour Shakespeare, avril-mai. Il y a un petit, on va voir, il y a des petits objectifs. Pour l'instant, on nous appelle ça les coulisses. Le problème, c'est qu'on sera sûrement obligé de le sortir multilingue, donc ce sera probablement backstage ou un truc comme ça. Shakespeare 2,
le retour non, peut-être pas quand même. N'exagérons rien. Dans les cartes amusantes, par exemple, tu as Chamberlain. Chamberlain, je l'ai déjà décrit, mais tu te rappelles qu'on avait laissé des acteurs de côté. Bon, bah, Chamberlain, c'est un monsieur qui est protecteur des arts et des lettres, quoi, si tu veux. Il a sa petite écurie d'acteurs avec lui. Et donc, il va te permettre de recruter l'acteur, soit pour un cylindre, tu vas pouvoir recruter l'acteur qui est au-dessus du paquet, restant. Et en plus, il te donne dessous. Sympa. Par contre, tu n'as pas le droit de le prendre en tant que figurant. Tu le prends en tant qu'acteur. D'accord. Voilà, donc tu vas le chercher à escient. Voilà. Par contre, pour 2 cylindres, tu prends n'importe quel acteur du paquet. C'est pour ça que tu disais, laissez-les. Voilà. Chamberlain permet, entre autres, d'aller récupérer des acteurs dans la réserve. Voilà. Et il y en a d'autres. Ceux qui connaissent Shakespeare doivent se dire, mais bon sang, il y a encore moyen de faire des tas de trucs et des tas de combos. Franchement, ça c'est pas simplement la petite marche en plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas juste quelques petits éléments de chaque domaine, c'est une autre façon de jouer. Mais comme tu le vois, ça rajoute. Enfin, en même temps, en termes d'action, il y a presque rien. Et puis même, on est dans des actions type de Shakespeare. C'est-à-dire que bon, ben, on dit juste qu'il y a une ligne de plus. Il y a les chapeaux, ok, mais sinon en dehors de ça. Je pense qu'on est quand même obligé de parler rapidement de l'architecte parce que c'est une carte. Même si je l'ai déjà décrite, c'est une carte importante. En fait, tu vois, tu as une carte théâtre désormais. Ah, ça c'est une particularité, la carte théâtre. Alors, il va me falloir du décor. Du décor, je le crains. Mais oui. Vu la forme, c'est là aussi où tu te dis quand l'iconographie est bien faite. Alors, pour l'instant, elle est moche un peu, mais ça progressera. J'ai vu que c'était des carrés et c'est donc des éléments de décor. Regarde l'architecte. Je ne sais pas si tu l'as sur une caméra. Ne bouge pas, je vais la mettre en déporté. Voilà. Juste au-dessus. Voilà. L'architecte, pour un cylindre, tu peux prendre un décor de 1, pour 2 cylindres, 2, 3 ou 4. Dans la réserve. Dans la réserve, dans ce que j'appelle la réserve. Dans ceux qui sont dispo. C'est ça. Et en fait, tu vas le poser sur ton théâtre, de bas vers le haut, sans doute. Donc, il n'y a pas de question de symétrie ni rien. D'accord. Alors, je vais un peu dire qu'on a posé, j'en sais rien, moi, par exemple, celle-là. D'accord. OK. Quand je pose, déjà, si je recouvre, toujours pareil, je gagne un point de victoire. D'accord. Voilà, j'ai utilisé l'architecte. D'accord. Si par la suite, j'utilise un autre architecte, eh bien, j'en sais rien, moi, supposons, plus tard, je mets ça. Là, bon, mon théâtre, il monte, c'est très bien. Là, je vais prendre une pièce et je vais remettre une mauvaise ambiance à tout le monde. C'est-à-dire que dès qu'on pose une nouvelle pièce… Elle active ce qui est en dessous. Elle active tous les autres effets en dessous. Purée, d'accord. Réaction en chaîne. Si je mets une mauvaise ambiance là, ça sera mauvaise ambiance, mauvaise ambiance. C'est un peu plus méchant. Là, c'est méchant. Oui. Attends, je repose quand même aussi une question. Je ne suis pas sûr de te l'avoir demandé. Oui. Est-ce que tu les considères comme des modules ou est-ce que c'est un tout et on joue avec tout? Soit je joue avec l'extension, les coulisses, soit je dis, ah bah tiens, on va jouer avec l'extension, mais je ne joue pas le théâtre. On ne comptera pas les architectes. Non, c'est un tout. C'est un tout. D'accord. Ce qu'on peut faire, c'est jouer juste avec les nouveaux acteurs. Oui, ça d'accord. Ils ne sont pas designés pour marcher spécialement avec l'extension. D'accord. Ils sont designés pour marcher en général. D'accord. Si même il y a un acteur qu'on n'aime pas, on peut le mettre à part. On peut le mettre à part. D'accord. Il y a également des objectifs que je décrirai de toute façon sur dans les articles. Des objectifs. D'accord. On peut jouer avec, on peut jouer sans. Donc on peut jouer avec les acteurs et les objectifs. Le reste. Ou les coulisses. Ou les coulisses. D'accord. Donc même si on a envie d'y aller progressivement, par exemple, on intègre d'abord les acteurs et les objectifs, et puis ensuite on joue avec les coulisses. On joue avec les coulisses. Honnêtement, c'est vraiment… je trouve ça très satisfaisant. Bon, naturellement, je trouve tout satisfaisant. C'est bien déjà de le dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est super à jouer, quoi. Nous, on avait vraiment envie de la faire, cette extension. C'était une extension que l'auteur avait déjà eu en tête. Vous avez présenté ou vous avez travaillé ensemble sur ce développement? Alors, en gros, on a travaillé sur Shakespeare. Shakespeare est à la fois la version finale de Shakespeare, ça ressemble quand même beaucoup à ce que nous avait envoyé l'auteur avec quelques ajustements. D'accord. Et on avait enlevé un truc, mais qui finalement n'est pas dans cette extension. Mais à un moment donné, on lui a dit, on a parlé avec lui pour avoir une extension et il manquait de temps également. Mais en fait, Thomas avait une idée. Alors, je ne sais plus vraiment exactement comment c'est né, mais on s'est dit, tiens, Shakespeare, c'était bien. Il y a des, tu vois, genre le souffleur. On pourrait peut-être en faire quelque chose. Très honnêtement, on n'avait pas la moindre idée de ce qu'on allait en faire. D'accord. Mais à un moment donné, on a dit, mais on pourrait faire la rue autour du théâtre. Et ce serait des personnages dans la rue, le public ou pas. Et puis de rue, on est passé aux coulisses. Et puis de coulisses, on a commencé à rajouter on a fait vraiment une liste des personnages qu'on pourrait mettre. Et on a trouvé leur pouvoir par la suite.
Et voilà. Donc l'auteur, malheureusement, n'a pas été super impliqué il l'a d'ailleurs fort honnêtement signalé, parce qu'en fait, il n'avait pas le temps. D'accord. Et nous, à un moment donné, on était lancés et on n'avait pas beaucoup de temps pour la faire non plus. Il fallait faire du test. Donc voilà. Mais cela dit, on l'a quand même tenu vachement au courant de ce qu'on faisait. Ah oui. D'ailleurs, je crois que la semaine dernière, il était en train de faire la démo de l'extension, alors que moi, je ne l'ai pas encore faite sur un salon. Donc, tu vois. Donc, il est bien parti aussi. Il est bien parti sur cette extension qui s'appellera peut-être les coulisses. Hervé, il est charmant et on bosse très bien avec lui. Je le recommande aux futurs éditeurs en tant que. Voilà, le message est passé. Non, mais c'est vrai que tu vois, c'est vrai qu'en tant qu'auteur, c'est une crème. Tous les auteurs ne sont pas faciles. Tout le monde a un caractère. Je ne dis pas moi-même, je suis sûrement pas facile. Mais tu veux balancer un nom ou non pas? Absolument pas. Je me suis balancé moi-même. C'est ça, c'est déjà pas mal. Bosser avec Hervé, c'est un ravissement. C'était Shakespeare, l'extension qui pour l'instant s'appelle Shakespeare les coulisses, mais qui ne sera pas un titre international, donc… Ce sera probablement Backstage. Backstage à ce moment-là. Donc voilà, je suis navré. C'est vrai que les coulisses, ça aurait été mieux, mais pour des raisons de budget, on est forcé de faire les deux langues. Oui, de penser dans la même boîte. 50 cartes qui devraient arriver milieu d'année s'il en est. Voilà déjà une bonne partie de fête. Alors là, maintenant, on va attaquer. Alors là, une fort belle boîte. On va attaquer à l'ancienne. Alors, comme je l'ai dit, il y aura un relookage de Sherlock Holmes. Ça va donner à peu près ça. Ça, c'est la nouvelle. Ah bon, non, d'accord. Je me suis dit, bon, il va falloir en dire du bien, Guillaume, c'est parti. Non. Ça, c'est la toute première boîte. Alors, pas vraiment, en fait. Non. Historiquement, la première boîte de Sherlock Holmes est sortie dans les 81, si je ne m'abuse. Ah oui, c'est pas celle de 84. Il y a eu plusieurs… alors, je te parle et ça a été fait par Descartes en 84. D'accord, ok. Et celle-là est sortie bien plus tard, en, je sais pas, 86, peut-être 88 même. Ça y est, c'est l'extension qui n'a jamais été traduite en français? Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Et en fait, elle a été faite par Chessex, qui est le fabricant de dés. C'est plutôt amusant. C'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai réussi à retrouver les auteurs de Sherlock. Partiellement, grâce à eux et grâce à Tom Lehman. Comme quoi, tu vois, tout se tient à Istari. Alors à l'époque, vous remarquiez qu'on était beaucoup moins regardant sur d'autres boîtes, ce genre de détails. En même temps, c'est mystérieux. Ben voilà. Ouvrez donc la boîte si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, en gros, pourquoi j'ai amené ça? Pour parler de Sherlock Holmes. Pour parler de Sherlock Holmes. Déjà. Parce qu'il y a la nouvelle boîte qui va sortir. La nouvelle boîte qui va être pour nous l'occasion d'un petit relookage. Pourquoi? Simplement parce que Sherlock a 5 ans maintenant. Alors je sais que Croc en a déjà parlé lors du line-up, ou au moins on lui a posé la question. Voilà. Donc effectivement, on travaille sur un relookage de Sherlock Holmes. Alors ça ne va pas être une révolution, le tout est de faire plus beau, encore plus dans l'air du temps. Voilà, on a des points à améliorer. Après, les gens vont reconnaître Sherlock Holmes s'il n'y a aucun doute. D'accord, on ne sera pas perdu. Mais on Ce voudrait n'est pas Monsieur Cumberbatch qui va… on voudrait faire un truc un peu plus luxe, tu vois, une boîte fourreau, tout en étant dans un prix raisonnable, mais avoir une boîte fourreau, plus produit, livre, tu vois ce que je veux dire. Mais il n'y a pas de souci, c'est juste que là, moi, c'est le joueur, l'acheteur qui va s'inquiéter en disant… Donc en gros, ma vieille boîte, je la jette parce que je vais racheter la nouvelle? Non, absolument pas. Voilà, c'est ça qu'il faut. Alors, ce qui va sortir, c'est une nouvelle boîte qui va contenir 10 nouvelles enquêtes. Qui s'ajoutent, alors on en a combien? Alors on en a 20 actuellement. Wow, oui, on a bossé. Pas qu'un petit peu, ouais. On a bossé un petit peu. Donc actuellement, il y a 20 enquêtes, donc 10 dans la première boîte de base et 10 qui sont sorties progressivement. Après, que ce soit Carlton House où il y en avait 5. Après, il y a une campagne où il y en a 3, mais qui comptent comme une seule. C'est ça. Mais après, il y a pas mal d'enquêtes qui sont sorties en stand-alone. Or, on s'est rendu compte que c'était difficile à gérer pour nous, qu'il valait mieux sortir une boîte, que les boutiques, ça les arrangeait pas non plus parce que… D'avoir du petit livret, d'accord. Voilà. Donc, on a décidé de ressortir une boîte et d'en faire un stand-alone. C'est-à-dire que les gens ne seront pas obligés d'avoir la boîte de base, il suffit juste qu'ils achètent la boîte qui arrive. La boîte. Ce ne sera pas plus cher de toute façon, parce que quand on vendait une enquête, on la vendait 5 €. Là, il y en aura 10, ce sera moins de 50 €. Donc tout va bien. 40, voire 45, mais maximum. Donc, sachant qu'on veut mettre de la qualité dedans. D'accord. Mais je promets qu'il n'y aura pas de grosse augmentation. Pas de souci là-dessus, rassurez-vous. Au-delà de ça, donc, il y aura 10 nouvelles enquêtes qui seront, et c'est pour ça que j'ai ramené cette boîte, il y en a 6 qui seront West End Adventures.
West End Adventures, c'est des aventures qui vont se passer dans le West End. N'est-ce pas? Jusque-là, on s'entend. Qui vont se passer dans le West End et 10 ans plus tard que les autres enquêtes. Ok. Ça a sa petite importance, entre guillemets, disons que c'est très amusant à jouer parce qu'on est dans un climat différent. Complètement. On est fin de période de la reine Victoria, ça sent, le monde a changé. Le monde a changé, on est dans une... Alors je ne dis pas que c'est un peu l'orée de la Première Guerre mondiale. Quoi. Ouais. Alors, c'est pas du tout, on reconnaît l'ambiance Sherlock, c'est toujours so british et compagnie, mais tu sens que le monde se délite un peu politiquement. Tu vois ce que je veux dire? Que l'âge d'or de la reine Victoria est sur sa fin. Je trouve qu'ils ont bien retranscrit cette ambiance-là. Vous les avez retravaillés? Largement. Pourquoi? Parce que quand on les a récupérés, toujours l'équipe habituelle avec Yannick, que je salue s'il regarde cette vidéo, et donc nous, en fait, il faut savoir qu'on passe beaucoup de temps sur une enquête de Sherlock, beaucoup de temps. Oh là là. Tu le quantifies quand tu dis beaucoup? Je préfère pas. D'accord. Non, parce que sinon vous allez arrêter et nous, en tant que joueurs, on veut que vous continuiez. Donc, disons qu'on se passe des, En fait, si tu veux, c'est bizarre, tu deviens à moitié criminologue, à moitié… tu vois, genre… En fait, à force d'éplucher les examens de légistes… je raconterai une anecdote à ce sujet tout à l'heure. J'y pense. Mais en fait, voilà. Donc, sur celle-là, on s'est rendu compte que les pitchs commençaient formidablement et que souvent, l'enquête était un peu… Oui. Ça fait un peu fiout. On a travaillé pour que ce soit moins le cas. Alors, en même temps, on a travaillé pour qu'elle soit pas trop dure parce qu'on s'est rendu compte aussi que… Des fois, on a fait des tentatives d'enquête plus difficiles, mais vraiment très difficiles. Et on s'est rendu compte que ça n'amusait pas tant que ça les gens. Donc, je ne dis pas qu'elles sont triviales, ce n'est pas le cas, mais je dis que… Vous connaissant, ça m'aurait forcé. Oui, voilà. Elles sont dans la juste moyenne pour que ça reste quand même agréable. Plaisant. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est ces 6 enquêtes-là, dans cette ambiance un peu différente. C'est assez chouette. Par exemple, il y a des petits détails. Par exemple, dans les informateurs, il ne va plus y avoir le fameux Fred Porlock, parce que Moriarty est mort. Bah oui. Donc voilà, à contrario, il va y avoir probablement le bureau des télégraphes parce que… ça y est, c'est parti. Voilà, ça est démocratisé. Donc des enquêtes très amusantes. Il y en a une notamment où on va parler de Charlie Chaplin, qui est à Londres à cette époque-là. Génial. C'est excellent. Qu'est-ce que je pourrais dire sans trop spoiler? C'est ça. Une enquête… Vraiment, c'est dans l'intro. Wiggins et Sherlock sont appelés sur les bords de la Tamise parce qu'on a découvert un cercueil. Dans le cercueil, il y a un gars qui, d'après ses papiers, est comte. Il vient de Roumanie et il a un pieu planté dans le cœur. Ça s'attise. Ouais. Ça me fait penser à une petite chose. Puisque c'est un stand-alone, il y aura le plan, l'annuaire. Tout à fait. Voilà. C'est le même plan ou non, pas forcément le même plan? Les choses ont un peu évolué, entre guillemets C'est globalement le même plan. Alors, on va refaire le plan pour qu'il soit plus joli. D'accord. Il y a un pauvre gars actuellement qui est en train de se retaper tout le plan, maison par maison. C'est l'enfer. Mais bon, de toute façon, faire du Sherlock, c'est compliqué. C'est l'enfer. Il y aura le même plan, mais en fait, il y aura une petite extension au plan. C'est-à-dire que West End Adventures, ça, c'est la première partie. Et il y aura la deuxième partie, parce qu'il va y avoir aussi l'East End. L'East End, qui englobe notamment tout le quartier de Whitechapel. Et Whitechapel, pourquoi? Parce que la deuxième partie, les 4 dernières… 6 plus 4, les 4, 10. C'est la campagne Jack l'Éventreur. La campagne à Sherlock Holmes. Voilà. Donc, en gros, Wiggins et par extension Sherlock vont tenter d'attraper Jack l'Éventreur. Punaise. Et ça, c'est chouette. Si avec ça, vous n'êtes pas teasé à mort en voulant savoir un petit peu quand est-ce que cette boîte va arriver, ça c'est prévu pour l'été en théorie. D'accord. Pour l'été, sachant que c'est une sortie qu'on veut mondiale, mais d'abord il va falloir traduire tout ça. Mais bon, après, on est déjà sur le coup, donc voilà. Alors, je ne peux pas trop en révéler sur Jack l'Éventreur. Non. En gros, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura 4 enquêtes qui correspondent aux 4 nuits de meurtre. Que si tout se passe bien, à la fin de la 4e enquête, vous serez apte. Vous devriez à trouver Jack l'Éventreur. Parce que bon, j'en connais des moins bons que d'autres, des enquêteurs. C'est une autre histoire. Mais en tout cas, alors. À la base, c'est une enquête qui m'a été proposée par un monsieur qui s'appelle Jérôme Repère, qui m'avait envoyé ça à l'époque, ça m'avait complètement stupéfait. C'était genre, voilà, j'ai fait ça. Et ça, c'est quoi? C'était un pavé de 280 pages.
Tu fais le truc, il y a des joueurs, il y a des gens, des passionnés, c'est des fous. Moi, je vous le dis. Effectivement, c'est un passionné de la question qui a fait un gros travail documentaire. Et donc, on lui a dit qu'on était intéressé, naturellement. Ouais. Et donc, là, on a travaillé pour… alors, c'était un super travail documentaire. On a juste travaillé à la ludification. On dit la ludification maintenant, c'est un terme moderne. C'est pas la gamification, c'est plus positif. On a beaucoup travaillé à ludifier ça parce que pour pas que ce soit trop indigeste, très honnêtement, moi qui suis intéressé par la question de Jack Léventreur… Même toi, du coup, c'était… Non, ça m'était agréable à lire, mais à un moment donné, trop d'informations, etc. Cela dit, on a tenté de respecter au maximum la vérité. Cette donnée-là. Parce que, bon, voilà. Mais il s'avère que si tu veux… parce que là, c'est la grosse problématique. Comment faire en sorte que les joueurs, à la première enquête, ils s'arrêtent? C'est-à-dire qu'ils disent… sachant qu'ils savent qu'ils ne vont pas attraper Jack Léventreur. Non. C'est le premier jour, fin du premier jour, clap de fin de la première journée. Alors, effectivement, ça a été contourné comme ça dans Queen's Park, où tu étais obligé d'arrêter, même si tu savais que tu n'allais pas avoir de questions. Pourquoi? Parce que tu avais un certain nombre d'heures dans la journée. C'est ça, c'était le temps. C'était très malin. Nous, on n'est pas limité puisque les meurtres sont très espacés dans le temps. Mais malgré tout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tâché de poser clairement les choses. Il y aura des questions à la fin de chaque chapitre qui permettront de progresser lentement vers la vérité. Ce sera impossible d'arrêter Jack Léventreur avant le 4e chapitre. D'accord, c'est pas mais ce sera possible de marquer des points, et notamment des points de campagne, tout au long de la campagne. D'accord. Et on verra bien comment, je ne peux pas trop en dire. Non. Mais bon, justement, sur ces anecdotes, si tu veux… il nous arrive, mes voisins en ce moment, ils doivent être hallucinés s'ils regardent par la fenêtre, parce que des fois, c'est notre stagiaire allongé par terre, et puis nous autour avec un couteau, tu vois. Parce que vous essayez vraiment de voir un petit peu ce que ça donne. Là, on regarde les rapports d'autopsie, on analyse. Alors, on ne cherche pas à trouver le vrai éventreur, nous, on s'en fiche. Oui, d'accord. Il s'avère que de toute façon, c'est une sorte de fantasme. Nous, on suit l'idée de Jérôme Repère. Et voilà. Mais reste que de toute façon… des bouquins sur l'éventreur, il en sort à peu près un par an, où le gars a dit « ça y est, j'ai enfin trouvé Jack Léventreur ». Et d'ailleurs, vous allez lire quoi? Vous allez comprendre comment en lisant mon livre. C'est ça. Donc, de toute façon, il y a, je sais pas, une cinquantaine de théories, etc. Donc, nous, notre but n'est pas de trancher, c'est de faire un jeu. C'est de faire un jeu. De trancher, enfin… Non, il l'a pas fait exprès, ou alors c'est qu'il est très malin. Juste une petite question, mais ça, c'est pas trop pour les internautateurs et internautatrices. C'est plutôt pour moi, tu cherches pas des testeurs? Parce que tant qu'à faire, moi, je veux bien aider. Si tu veux. Bon, comment faire une trick-track télé et puis se caser dans le truc? Ça, c'est Sherlock Holmes. Ça sera l'été 2016. Oui, tout à fait. Au mieux, si tout se passe bien. On avance doucement tout à fait. Si jamais il y a un petit peu de retard, ça pourrait arriver. Mais de toute façon, ça sera 2016. Oui, dans tous les cas. Et on ne pense pas qu'il y aura du retard. Enfin, on verra. Allez, on croise les doigts. Sherlock Holmes, détective conseil, on va dire la boîte 2, le retour. Lui aussi, dans le devers de Trick Track. Alors, il faut préciser malgré tout qu'après, on va garder cette nouvelle direction artistique pour ressortir la boîte 1 comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que les anciennes boîtes 1 sont obsolètes, elles sont toujours aussi jouables. C'est juste que elles reprendront. Voilà, il y aura. Oui, c'est ça. C'est histoire que la gamme soit, on dit pas pérenne, mais unifiée. Ouais, voilà. En gros, on va essayer de faire un relookage général de la gamme. Alors, ça va pas non plus être une révolution. Encore une fois, mon frère bosse toujours sur les graphismes, Nériac bosse toujours sur les graphismes. On va sûrement avoir un autre graphiste pour tenir les délais. Mais que les gens se rassurent, on va pas toucher aux valeurs Sherlock Holmes sacrées. on cherche juste à améliorer un peu le truc. Vous pourrez jouer. Voilà. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Sherlock… On reste dans Sherlock. Je pense qu'on va parler de Watson maintenant. Ce coup-ci, c'est moi qui m'occupe de récupérer. Oh, purée, ça nous arrive tout droit de Essen de l'année dernière. Oui, tout à fait. Essen 2015, Watson et Holmes c'est une petite boîte qui a fait son petit buzz. Éditeur. Alors, Ludonova, est-ce que c'était leur premier jeu? Parce que moi, ça ne m'évoque rien. Figure-toi que je l'ignore. Tu me poses une belle colle. Voilà, je ne le sais pas non plus. Mais en tout cas, le jeu a tapé dans l'œil, a été remarqué et visiblement remarqué par vous, puisque assez rapidement, finalement, vous l'avez signé. Oui, c'est-à-dire que moi, j'étais à Essen, comme on s'en doute. Et donc, il y a un de mes testeurs qui m'a dit « Écoute, j'ai joué
jouer à un truc super, ça s'appelle Watson et Holmes. Vas-y. Vas-y. Et on te le fait jouer ce soir, va les voir. D'accord. J'y ai joué le soir, effectivement j'ai trouvé ça super. Ouais. Et le lendemain j'ai été les voir. Et vous ne cherchez pas une VF? Alors ça a été très facilité par le fait qu'ils adorent, Sherlock Holmes Détective Conseil. Ouais. Je leur ai dit, écoutez, je veux vraiment le faire. Donc voilà, on va le sortir. Alors quasi en l'état, je pense que la couverture sera un petit peu différente, mais on va changer 2-3 détails, mais il sera quasi en l'état. Et donc, ce sont des enquêtes de Sherlock Holmes. Non. Non. Oh non. Racontées par Watson, c'est-à-dire c'est les carnets secrets du professeur Watson. Du docteur Watson. Celles qui lui ont permis d'écrire ensuite dans le journal Voilà. D'accord, ok. Et en fait, on va me dire, mais ça ressemble beaucoup à Sherlock Holmes. Sans doute, à un détail près, c'est que c'est compétitif. Alors, on va voir comment ça se passe. Je t'en prie, Cyril, montre-nous ça. Dans la boîte. Docteur Jesus Torres Castro. Ah ouais, ça c'est un vrai nom. Docteur Jesus Dans la Torres boîte, Castro, oui, vous allez avoir 13 enquêtes, pardon. 13 enquêtes. Oui. Donc voilà. Après, on est pareil, on est sur le prix n'est pas fixé, mais on est sur du 40 €. D'accord. Voilà, dans les 40 €. Dans la boîte, vous allez avoir 13 enquêtes. Des enquêtes qui ne sont pas les enquêtes classiques, c'est pas des reprises de Sherlock Holmes. Alors tu vas voir que, tu vois, donc ça c'est la 0, oui. Donc le wagon pillé. Ensuite, vas-y, tu peux avancer pour montrer un peu l'ambiance globale des enquêtes. Hop, le concert non anticipé. Ah oui, je vais tac, peut-être tac, tac. Hop. Le héros de Kambula. Ah oui, en plus, il y a. Alors attendez, je vais vous la recaser un tout petit peu par rapport à l'image. Il y a le niveau de difficulté. Ouais. Visiblement, les cartes qui la disposition des cartes. D'accord. Et là, on va voir que c'est un petit truc marrant qu'on va sûrement reprendre. Il y a une espèce de QR code. On va voir à quoi ça sert. D'accord. Donc on en a. Il y en a quand même un paquet. T'en as 13 en fait. 13 enquêtes. T'en as 13. Et B, s'il vous plaît. Alors, justement, donc déjà, comment ça se passe? Quand tu veux faire, alors tu vois que ça c'est un petit livret. Oui. Il fait 4 pages. D'accord, c'est recto verso. Voilà. C'est pareil. En fait, on retourne le livret et on lit le texte d'introduction. D'accord. Si on est trop flemmard, on envoie le QR code et il y a un monsieur qui nous lit le texte d'introduction. Ça, c'est une chouette idée, je trouve. Donc, on va sûrement la reprendre. Cette bande de feignasses. Non, mais ça peut être sympa, lu par un mec si c'est lu par un acteur et tout, ça je peut pense mettre dans l'ambiance. Effectivement. Première différence avec Sherlock Holmes, donc voilà, texte d'introduction. C'est tout, ou presque. Oui. En texte. Oui, c'est tout. Ah ouais. Enfin non, c'est pas tout parce qu'il y en a pas mal sur les cartes. Ah, ensuite, on lit tout de suite les questions. Alors, je ne vais pas vous les montrer. D'accord. Oui, non, on regarde pas les questions. On lit là, il y a 3 questions sur le cas de le héros de Kambula. Voilà, on a caché les questions. Voilà, c'est le but de l'enquête. Il y a 3 questions. Il va falloir répondre à ces 3 questions. Ensuite, alors attrape-moi des cartes. Allez, hop, on prend les cartes du Golden Office. Alors, hop, d'accord. Alors, il va me falloir… Attends, je vais prendre un cas complet. Voilà. Alors, je vais te prendre un cas. Parce qu'en fait, voilà. Carte rejouable, Cyril? Alors, chaque enquête est unique. D'accord, en compétitif. C'est exactement comme Sherlock Holmes. Oui, d'accord, pas de problème. Mais bon, tu as de quoi faire 13 enquêtes. Oui, 13 parties. Alors, là, j'ai pris le cas numéro 5. Ok. Peu importe. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Sutherland. L'expérience de Sutherland. Sutherland. Vous voyez là le card layout. Ça Oui. veut dire que je vais poser les cartes comme ça. 1, 2, 3, 4. Alors, vous notez que d'une enquête à l'autre, ça change. Oui, il n'y a pas la même… Et en fait, ça peut avoir une utilité. D'accord. Des fois, c'est une simple utilité de regroupement. Là, je pense que c'est le cas. Je ne l'ai pas encore faite, celle-là. Voilà. Donc, on a différents lieux. Et certains lieux ont même des icônes. D'autres fois, c'est très important. Par exemple, bon, je ne voudrais pas trop spoiler, mais vas-y, file-moi une. Généralement, on sait pourquoi c'est comme ça dans le… Généralement, on sait pourquoi c'est comme ça dans le par exemple, là, on a un card layout particulier. Pourquoi? Parce que là en bas, ça va être Londres. Et là en haut, c'est une autre ville. Et là, c'est le train. Donc, pour aller de là à là, il faut forcément passer par ici. Mais c'est limité par les joueurs. Donc voilà, c'est rarement par hasard qu'on dispose les cartes ainsi. D'accord. Le principe du jeu est très simple. Chaque joueur a son petit pion enquêteur et un certain nombre de jetons calèche. Donc voilà. Bouge pas, je les ai vus.
Éventuellement, on lui donne également un personnage spécial au début. On les montrera après, c'est peu important. Donc voilà, les jetons calèches. Donc l'idée, c'est qu'il va y avoir un genre d'enchère pour aller lire les endroits. Donc on a lu l'intro du cas qui va nous décrire la plupart de ces lieux. Le laboratoire. Donc là, voilà, la résidence Oxford Street. Il y en a certains, on ne sait même pas à quoi ils servent. Ils sont juste là. Tiens, il y a Tower Bridge. Pourquoi j'irai à Tower Bridge? Peut-être oui, peut-être non. Donc c'est un peu comme si tous les chapitres d'une enquête de Sherlock Holmes étaient répartis devant nous. En même temps, il y en a beaucoup moins que dans une enquête de Sherlock Holmes. Donc moi, mon idée, c'est de dire, peux-tu me passer un petit pion? Oui. Tu seras vert. Ouais. Alors moi, je vais dire, suite à la lecture du cas, qu'on ne va pas vous lire parce qu'on ne veut absolument pas vous spoiler, je vais au laboratoire. Ok. Et je peux éventuellement rajouter des calèches pour dire, j'y vais vite. D'accord. Mais là, on va dire que j'en rajoute. Bon, si, allez, j'en rajoute une. Toi, tu peux aller n'importe où ailleurs, voire au laboratoire. Voir au laboratoire. Alors, si tu as envie de venir au laboratoire, il va juste falloir mettre plus de calèches que moi. Ouais. Tu vas prendre tes calèches et tu vas dire… J'en mise 3. Auquel cas, moi, je perds une calèche. C'est pour éviter que ce soit l'aller-retour. Donc, celle-là, elle est perdue définitivement. Et je dis, bon, d'accord, très bien, puisque tu insistes, je vais aller au bureau d'Elizabeth Sutherland. Okay. À ce moment-là, quand tous les joueurs, parce que ça se joue ont trouvé leur place, oui. Alors, il faut savoir que le dernier à se placer sera le premier à se placer du tour d'après. D'accord. Chacun prend sa carte. Et la lit. Alors, si on peut avoir un petit zoom, mais pas trop. Pas trop. Voilà. En fait, on voit, voilà, un texte, on a vu tout ça. Il est prudent, hein, vous avez vu, il fait super attention. Je fais en sorte que les gens ne se spoilent pas. Ils vont faire des arrêts sur image, je suis sûr, pour essayer de le lire en anglais. Oui, pour gagner un temps d'avance. Alors, donc voilà, chacun va lire son truc, prendre éventuellement quelques notes. Ah, on a le droit, super. Prendre éventuellement quelques notes, et puis nouveau tour. Petit détail, on peut mettre un pion police sur un endroit. Si on en a un, on commence généralement. Moi, j'ai lu ça, et là, je vais dire, OK, la police est en faction à cet endroit. Sérieux? Ouais. Et donc, vous n'avez plus le droit d'y aller? Vous n'avez plus le droit d'y aller, sauf si vous avez un sauf-conduit. Ah, c'est excellent. Un sauf-conduit qui permet de virer le pion police. Ah, de le virer, même pour les autres. Ouais. Ah, oui, pour ou alors, mieux, des outils de crochetage qui font qu'on rentre par l'arrière. On peut le lire, mais le pion police reste en place. Ah, ça c'est bon aussi, ça. Autre détail supplémentaire. À mon tour, quand je joue, je peux dépenser 4 calèches, c'est assez cher, pour faire appel au Dr Watson. D'accord. Si j'ai le Dr Watson, ça veut dire que dans ce tour-là, il y a un des joueurs qui va lire à voix haute. Ah, oui, je vais dire, toi, tu lis à voix haute. Donc, je le joue pour tout le monde. Je le joue pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour moi. Mais en tout cas, il va le lire à voix haute. Donc, c'est un bon moyen d'accélérer son enquête. Seul défaut, ça coûte 4 calèches. Oui, c'est clair. Notre objectif, rappelons-le, est de pouvoir répondre aux 3 questions. Alors là, il y en a 3, des fois, il y en a 5. D'accord, voilà. Aux questions, oui. Si à un moment donné, je pense que j'ai la réponse, eh bien, je vais au 221B. D'accord. Je vais au 221B. Alors là, contrairement aux autres endroits, le 221B, alors on peut se recharger en calèche à l'endroit calèche. D'accord. On peut aller se charger en sauf-conduit à Scotland Yard ou en jeton police. Naturellement, le jeton police, c'est un truc que j'ai pas dit, je vais faire un petit aparté. Des fois, tu le mets juste pour le bluff. Tu as lu un truc inintéressant, mais tu as envie que les autres en mettant jeton police, tu leur donnes envie d'y aller quelque part. Bref, quand je pense savoir, bon, je vais au 221B, je note mes 3 réponses sur papier pour prouver que j'ai les bonnes réponses. Je retourne la carte du 220B. Je compare les réponses. Je compare les réponses. Si j'ai tout bon, j'ai gagné. Point. Le jeu s'arrête pour tout le monde. Ouais, le jeu s'arrête. Après, les autres ils peuvent continuer pour le plaisir. Mais tu as gagné. Oui, d'accord. Si j'ai ne serait-ce qu'une erreur, j'ai perdu. D'accord. Je suis éliminé. Alors, généralement, ça arrive, les joueurs convergent quand même à peu près. Oui, c'est ça. Donc, on est dans les mêmes tours. Voilà. Généralement, c'est le tour d'après ou le tour d'encore après. Ou l'autre. Mais par contre, désormais, le personnage de Holmes entre en jeu. Et le personnage de Holmes va pouvoir être acheté par les joueurs, comme Watson, en fait, ça s'achète. Et le personnage de Holmes va me rendre, moi, un arbitre. C'est-à-dire que pour 3 calèches, je peux acheter le personnage de Holmes. Et donc, moi, j'ai faux, mais je dis combien j'avais de bonnes réponses. Donc là, sur 3, je dis j'en avais que 2. Et donc là, les joueurs qui ont acheté Holmes ont 2 options. La première option, ils m'écrivent, ils me disent, bon, la réponse 1, c'est ça. Et moi, je regarde et je dis, oui, c'est ça. D'accord. Donc, je leur confirme que leur réponse est bonne. Soit, deuxième option, ils me montrent toutes leurs réponses et je leur dis combien il y en a de bonnes. D'accord. OK.
À toi de voir lesquelles tu penses être bonnes ou pas. Oui, mais moi je les connais. Toi, tu les connais. Non, mais pour celui qui t'a donné. Oui, c'est ça. Après, si tu veux, les calèches, à la fin, servent de départage. C'est-à-dire, si 2 joueurs vont en même temps voir Holmes, mais il y en a un qui lui reste 4. C'est celui qui a le plus de calèches qui passe en premier. Il a été plus rapide que les autres. Et voilà. C'est-à-dire que donc, du coup, on a envie d'économiser ces calèches quand même. Super étonnant. Cyril, question immédiate. Est-ce que tu crois que les enquêtes de Sherlock Holmes Détective Conseil pourraient, entre guillemets, devenir de la pâte pour des scénarios de Watson et Holmes? C'est compliqué. D'accord. On n'est quand même pas sur les mêmes parce qu'on est sur du condensé. D'accord. Okay. Alors attention, c'est l'une des raisons pour lesquelles on fait ce jeu, c'est que c'est très bien écrit. D'accord. Franchement, très honnêtement, toutes les enquêtes, elles ont toutes un petit quelque chose particulier. Oui. Je vais te dire qu'on est, tu vois, genre au niveau de l'enquête, on est quelque part entre Sherlock Holmes, qui est la version dense. Oui. Et Witness, qui serait la version ultra light. Tu vois. Là, on est quelque part au milieu. D'accord. Donc, je pense que la plupart des enquêtes de Sherlock Holmes sont trop denses pour ce genre de truc. Okay. Là, ce qui est très amusant de voir, c'est qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à la vérité. Qu'on peut essayer de se décaler. Moi, la dernière enquête, j'étais un peu embêté parce que je suivais un autre joueur. Il allait à un endroit, c'est là où tu voulais aller aussi. Autour d'après. Puis après, derrière, on suivait. À un moment donné, je me suis décalé parce que… Et puis, on a toujours l'option de dire, bon, j'achète Watson, tu vas lire ça à voix haute, comme ça m'évitera d'y aller et je vais ailleurs. Si tout le monde le sait, et je vais ailleurs. Et donc, enfin, c'est pas très long, une enquête, c'est… Combien 45, 1 heure, 1 heure et demie 1 heure, 1 heure et demie. Allez, 1 heure et demie. Donc, c'est un peu plus court qu'une aventure de Sherlock Holmes. C'est condensé, c'est ce que tu disais. Ouais. C'est compétitif là où Sherlock. Donc pour moi, c'est 2 produits qui sont parfaitement complémentaires. C'est-à-dire que ces 2 trucs, il y a un plaisir à la détective conseil. Je vais pas dire le contraire puisqu'on lit des trucs, etc. Puis on cherche. Ouais. Et les enquêtes sont suffisamment bien écrites pour qu'on comprenne des choses. D'un coup, c'est bon sang, mais c'est bien sûr. Tu vois le niveau, parce que c'est ce qui était un petit peu aussi dit dans les retours de Essen, il y a un niveau d'anglais qui est quand même un petit peu high level et on a 2 fois besoin d'une VF, c'est pas ce que je veux dire, mais ça veut dire qu'effectivement, même si on est un petit peu anglophone, ça sera bien d'avoir la VF, ne serait-ce que pour le style littéraire qui peut y avoir. Moi même, enfin, je n'ai pas un super niveau d'anglais, mais normalement, j'ai pas trop de problèmes. Et là, il y a toujours un mot quelque part, tu vois, qui te dit, ah tiens, c'est quoi ce truc-là, super spécifique. Tu vois, genre là, par exemple, la dernière fois, alors pour dire un mot qui ne spoile pas du tout l'enquête, je suis tombé sur le mot dew, D-E-W. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Et alors? C'est la rosée. D'accord. Tu vois, genre, donc tu vois, c'est écrit littéraire, donc des fois, tu as des. Tu vois, genre, voilà quoi. C'est la rosée du matin. Ouais, voilà. Donc, c'est bien écrit, enfin, avec un. Alors, bon, je ne pense pas que la rosée, ce soit la montre d'un niveau d'anglais terrible, mais en tout cas, ça perturberait. En tout cas, tu en as besoin. Ouais, et puis, c'est comme Sherlock Holmes, ça se joue au mot près, des fois, donc tu ne peux pas te permettre de rater un mot. De ne pas comprendre. Oui, une VF est plus que requise. Plus que requise. Voilà. Donc après, ça, du coup, dernier petit détail, mais vraiment détail, pour avoir encore plus d'immersion, tu as des personnages. Alors, c'est ceux qu'on voyait tout à fait en début de thème. Qui sont vous inquiétez pas, oui, je vous donne un petit astuce. On compte sur toi, Thomas d'Istari. Si tu peux nous faire le time-lapse de la vidéo, comme ça vous pourrez aller directement voir le sujet qui vous intéresse. Il est déjà en train de prendre des notes, tu le connais. Donc on a les petits personnages emblématiques de la série. De la série Sherlock Holmes, de la série de romans. Gregson, Lestrade, Adler, même le chien. Ouais. Tu as le droit de parler quand Toby. Non, alors on ne joue pas un de ces personnages. On ne joue pas un de ces personnages. En fait, les enquêtes sont progressives. Au début, tu joues sans aucun, et puis au bout d'un moment, on va te dire intégrer les personnages. D'accord. Maintenant, on va vous rajouter ça. Ça, c'est pareil. La difficulté va progresser, et les règles que tu rajoutes progressent, sachant qu'il n'y a rien d'infernal. Mais tu nous as expliqué là. C'est ça. Joué, là. En tout cas, au début, on se voit attribuer un personnage qui peut soit être défaussé pour avoir 3 carriage, soit il a un pouvoir qui est souvent intéressant. D'accord. Par exemple, Mary Morstan.
Oui, celle que tu avais. Oui, donc elle te permet bon, qui est quand même la femme du docteur Watson. Elle te permet de récupérer Watson gratuitement une fois. Ah, d'accord, voilà. Donc petite économie. Voilà, petite économie de 4 calèches. Petite économie de 4 calèches quand même. Donc voilà, enfin bon, après ils ont tous un petit pouvoir particulier, je ne vais pas tous les détailler, mais bon, en disant que ça a fait une petite surprise dans la partie, parce qu'à un moment tu dis, bah, moi j'ai Mary Morstad, donc viens ici récupérer Watson. Voilà, donc petite immersion supplémentaire, vraiment super jeu. Super jeu. Ravi de l'avoir signé, j'imagine. Ouais, alors certains m'ont dit, mais tu n'as pas peur que ça n'ampute les ventes de Sherlock. Pour moi, c'est deux produits très complémentaires. C'est un plaisir dans les deux cas, mais un plaisir différent. Parce que certains aiment bien, il y a ce côté qu'on n'aura pas, qu'on a dans Sherlock, qui est de chercher tous ensemble. Oui, la solution. Ouais, la bonne discussion. La bonne discussion au coin du feu, etc. Mais là, c'est plus jeu. Et puis c'est plus ramassé. Et c'est plus ramassé. C'est plaisant quand on a moins de temps que pour une enquête de Sherlock. C'est un passe-temps très très agréable. Pour ceux qui aiment enquêter, Watson et Holmes qui devraient donc arriver. Alors, Essen, eh ben on progresse dans l'année. On progresse. On a le jeu de Essen, octobre 2016. Ce qui veut dire que, je ne sais pas à combien on en est, je pense on n'a pas perdu Node, mais on n'en est pas loin. Il va falloir qu'on termine, ça tombe bien, parce qu'au final, c'est le dernier. Oui. Un 2016 2016, tout à fait. Mais celui-là est encore plus énigmatique. Alors celui-là, on va le présenter plutôt rapidement, parce que, vous regardez. savez… Voilà. C'est présenté. C'est un peu, vous le savez tous, hein, c'est un peu contraire à mes habitudes de présenter les choses tant qu'elles ne sont pas prêtes. Voilà. Donc là, on ne va pas l'ouvrir. Oh, on peut l'ouvrir. Mais je ne veux pas te forcer, moi. Regarde. Voilà, un proto. Un proto. Alors, je sais que maintenant, dans la société moderne, nous avons quand même moins le choix. Il faut parler des jeux en avance. Oui. Moi, j'aime bien la culture du secret, voyez-vous. Mais bon. Donc là, tu te fais violence pour nous, Cyril. Ouais. Et puis après, je vous parlerai d'un truc. J'ai même pas ramené la boîte. Mais ce sera un petit scoop. D'accord. J'en ai pas parlé trop pour l'instant. Donc c'est un proto de Pascal Ribro qui s'appelle Les Maîtres de l'Italie. D'accord. Italie de la Renaissance, chaque joueur va diriger une des grandes villes, Rome, Venise, machin, asymétrique. Chaque joueur va avoir des petits pouvoirs spécificités. Oui, par exemple, Venise va être plus fort maritimement, sans doute. Okay. Et donc le but va être de conquérir l'Italie. Alors, sachant que c'est un système de points de victoire, et donc il va y avoir de la conquête militaire. Alors, soyons clairs, c'est pas du wargame. D'accord. Il n'y a même pas de lancer de dés, à vrai dire. J'ai pas vu de dés, j'étais en train de regarder. Donc, il va y avoir aussi de la conquête culturelle, c'est-à-dire engager des gens, etc. Des artistes. Exactement. Et puis, il y a diverses sources de points. Il y a le pillage et il y a la politique. Aussi. Donc, voilà. Dans l'idée, il faut savoir que initialement, Pascal, c'était il nous a présenté ce jeu il y a longtemps, c'était très très intéressant et il était un peu parti sur un système de, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Alors ne le dis pas. Si, je le dis. non, mais je rigole. Il était parti sur un système de deck building. D'accord. À vrai dire, son idée, c'était, c'est un grand fan, je pense, de Few Acres of Snow, et c'était de faire un Few Acres of Snow à 4. Seulement, entre-temps, il y a eu Mythotopia. Boom. Et donc, on s'est dit que le jeu était intéressant, très thématique, en fait. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Désormais, le thème, je ne sais pas si tu as remarqué. On dirait, hein. Mais en gros, c'est vrai que ce qui va se développer, alors on doit avoir le plateau en dessous, le problème, c'est que c'est sous une couche. Il va falloir tout sortir. Allez, tant pis. On n'a même pas peur ici à Trick Track, on est des fous. Hop. Par contre, dis donc, je ne sais pas si il va y avoir du matos. Il va y avoir du matos. Donc avec des petites cartes, des petites tuiles plutôt. Ouais. Et voilà le plateau de les Maîtres d'Italie. De l'Italie. Alors ça ne sera sûrement pas le nom définitif, j'en sais rien. Voilà. Crac. Et voilà. Donc voilà. On voit le plateau. Surprise, ça se joue en Italie. C'est l'Italie, dis donc. Donc voilà, où va se développer toute la phase de conquête ou de conquête politique, parce qu'on peut aussi conquérir par la politique. Naturellement, il va y avoir un système de gestion d'argent, etc. Mais principalement, ça se joue avec, vous voyez, des cartes et des tuiles. Dans l'idée, en fait, alors si tu me passais les petits plateaux additionnels qui sont des feuilles de papier, oui, je sais. Ça marche. Non, mais nous sommes dans une phase prototypale. Ouais, complètement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on a
pas encore commencé tout le boulot. Pascal m'a envoyé d'ailleurs ses derniers travaux, mais je n'ai même pas encore eu le temps de les lire parce que figure-toi que je lis des rapports d'autopsie en ce moment. Mais en gros, le système, système qui va remplacer ce draft de cartes, ça va être une roue. Alors, on va me dire, mais une roue, on a déjà vu ça. Oui, mais en fait, ça ne va pas vraiment être une roue normale. C'est une roue patchable, en fait. C'est-à-dire que ça, ce sera ton palais. Alors, on va faire un vrai petit palais avec des salles et aussi des gens qui sont dans le palais. Et en fait, tu vas pouvoir te balader dans ton palais et pour activer certains trucs. Par exemple, mais d'abord, il faudra le construire. Enfin, je schématise là, mais en gros, là, ça me fait penser guerroyer, en fait, tu auras une salle de guerre dans ton palais. Donc, quand tu t'arrêteras sur la salle de guerre, effectivement, ce sera pour faire un plan de guerre. Mais ce que tu vois pas là, mais tu vois, il y a des emplacements de cartes autour. C'est pour des personnages, c'est des gens qui s'activeront dès que tu les croises. Et donc, ça peut être des conseillers, des trucs, des machins. Donc, tu vas te déplacer, mais surtout, en fait, ta salle de guerre, par la suite, tu pourras la remplacer par autre chose. Soit par une meilleure salle de guerre, soit par plutôt salle des impôts, un cabinet politique, un cabinet noir pour les actions de corrompre, voilà, tout ça. Donc, ou alors une galerie. Pour la peinture, pour les arts, etc. Donc, tout le concept, ça va être que ton but, c'est de te développer là-dessus. Donc, il y a macro et micro. Voilà, micro sur ton petit domaine à toi, mais qui te permet de faire… C'est pas une roue, c'est déjà… Enfin, on va dire que c'est une roue, mais c'est une roue qui n'est pas commune à tous les joueurs. Oui, c'est une roue qui n'est pas commune à tous les joueurs. D'accord. Alors, on ne va pas se mentir, c'est une roue à la fin, mais elle n'est pas commune à tous les joueurs. Elle est différente suivant les joueurs. C'est-à-dire que Venise ne va pas avoir la même roue que Rome. Et elle est modifiable. Et elle est modifiable. Donc, tu vas, de cette façon, plutôt que de construire ton deck, tu vas construire ton plateau d'action. Ta roue d'action. OK. Donc, c'est naturel. Enfin, c'est très original. Je pense que peut-être ça a été déjà fait. Qu'est-ce qu'on invente, je ne sais pas. Ça fait penser même, par exemple, un petit peu, entre guillemets, à Palais Royal, où on se déplaçait de pièce en pièce pour activer. Mais on voit bien, de toute façon, que ce n'est pas la même chose. Les liens entre le petit plateau et le grand plateau ne sont pas ceux-là. Voilà. Donc, ça fait penser à des choses. Il va falloir que tu recrutes les bons pour les mettre là. Donc, après, tu vas récupérer des villes qui vont te donner des pouvoirs, etc. Ça, c'est plus proche de ce qu'on voyait dans, par exemple, A Few Acres of Snow. Mais ça, par contre, ça va être très original. Enfin, si ça prend la direction qu'on a envie avec Pascal, tout ça, ça va être très original. Pour être très honnête, on commence à y bosser la semaine prochaine. D'accord. Donc, là, le jeu fonctionne déjà. Mais maintenant, il faut qu'on passe… vitesse supérieure. Il faut qu'on passe en mode Istari. Vers la pâte Istari. Et du coup, cette pâte Istari, justement, tu le vois sur quelle catégorie? Gros jeu, gros joueur? Non, on va quand même essayer de le rendre… Je pense que ce sera un peu plus chaud que Shakespeare, mais pas non plus monstrueux. En fait, si tu veux, c'est des jeux particuliers, les jeux… guerrier. La question n'est pas la guerre, en fait. C'est moins un jeu de guerre que le Serenissima, dans le sens où tu perds des troupes. Là, on est à l'époque des condottières, donc il y a pas mal de troupes que tu recrutes de toute façon. Donc, la question n'est pas que tu vas te faire anéantir toute ton armée, etc. Et de toute façon, il y a d'autres voies. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux très bien ne pas te développer militairement du tout du jeu, mais être le grand maître des arts. Ce qui rend les choses intéressantes. À la Florence, tu vois. Donc voilà, c'est là aussi qu'on reconnaît les jeux Istari. Il y a plusieurs voix. Et puis bon, Pascal a fait un truc très original. On est très motivé. Le truc, c'est que là, il faut juste qu'on se sorte des autopsies. Et ensuite, on y passe. T'enlèves les bouchons. Allez, on respire. Et là, on va passer en mode intense. Donc, gens se Thomas va ressortir son tableau Excel, simulateur &Co. Voilà. On va ranger souvent d'Ivoire, tu disais. On va ranger les scalpels et on va sortir le tableau Excel. Non, mais voilà, là, on sait très bien que d'ici une semaine, on sera en mode la tête dedans. Folie, quoi. C'est-à-dire des parties, des discussions, des parties, des discussions, des parties, des discussions, et ainsi de suite. Tu l'emmènes pas à Cannes? Je vais essayer. Alors là, tu vas te faire courir après. Je pense que tu vas te faire courir après. Alors justement, parlons du programme de Cannes, ça peut être intéressant. Donc à Cannes, il y aura l'extension Shakespeare. D'accord. Ça, ce sera plus privé, je pense. On verra. Ça dépend de notre degré d'avancement, je ne veux pas promettre. D'accord. Par contre, il y aura aussi un petit salon Sherlock
grâce aux bonnes idées de nos amis de Space Cowboys. Hein. Bon, tu n'ignores pas qu'on bosse un peu en symbiose avec Space Cowboys. Mais oui, c'est vrai, tu travailles des fois avec Space Cowboys. J'ai cette joie. Mais en fait, j'aime bien dire que c'est une sorte de communauté d'idées. Alors, il est vrai qu'on a nos projets un peu individuels, mais… la preuve, on vient de parler d'Histary pendant tout ce temps de vidéo, c'est qu'il y a bien cette identité-là qui persiste. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça allait mourir ou ci ou ça. Non, vous voyez apparemment… Voilà, après… On va toucher du bois. Pour l'instant, tout fonctionne. Mais en tout cas, c'est malgré tout un boulot aussi commun. On a quelques ressources en commun, quoi. Nos amis graphistes les graphistes de Space Cowboys vont mettre la main à la pâte pour ce qui est de Sherlock Holmes. La com est avec nous et je les salue. Ils sont en train de regarder. Et puis après, sur les projets, moi, je suis amené à bosser sur les projets Space Cowboys. Ils sont amenés à tester Watson et Holmes. Je leur ai demandé leur avis. Et puis on bosse ensemble et franchement dans une très bonne ambiance. Donc, mise en commun. Je tiens à le signaler. D'accord. Tout va bien. Les gens s'entendent bien en fait. J'ai pas entendu de rumeur contraire en même temps. Non, c'est vrai. Mais bon. Et donc nous aurons un petit salon que nous ont concocté nos amis de la com. J'ai peur que Thomas soit encore déguisé. Thomas, si tu nous entends, nous sommes avec toi. Mais cela dit, si tu as besoin de gens qui portent des costumes, j'adore ça. Donc, alors, il faut venir. Thomas, je peux t'aider. Et nous aurons un petit salon dans lequel nous ferons jouer une enquête de Sherlock exclusive. Alors, pas Jack, et une enquête de Watson et Holmes aussi. Ah, génial. Donc, il y aura moyen de tester Watson et Holmes avec un cas de démo, donc no spoil. D'accord. Aucun risque. Vous pourrez venir découvrir le jeu. Le tout dans un petit salon décoré Sherlock. Privé et tout. Ah, c'est génial. Non, ce ne sera pas privé. C'est ouvert quand même. Mais j'ai vu les murs. Il y aura un petit peu de déco pour faire genre le salon de Sherlock. De Sherlock comme ça. Donc ça va être sympa. Je tiens à les remercier parce que moi, c'est le genre de truc que malheureusement, j'ai jamais eu le temps ni la volonté réelle de faire parce que parfois on est un peu feignasse. Et puis parce qu'il y a plein d'autres choses. J'ai jamais été un monstre en com, disons-le. Donc je suis vraiment content d'avoir nos amis de Space qui t'aident dans ce sens-là. Voilà. D'accord. Donc ça, ce sera à Cannes. Ouais. Ça nous a fait, oh là là, je ne sais pas combien de temps. On est à combien? Oh là, il est 15h44. Ça doit faire 1h30 qu'on discute. Alors c'est bien, c'est bien. Tu veux un petit scoop pour finir? Il y a un scoop? Un petit scoop, ouais. On est encore sur un projet. Alors, je n'ai pas de date à donner parce que c'est un problème d'illustration avant toute chose, mais on va essayer de le faire assez vite. Donc, peut-être 2016? Pas sûr. C'était le projet initial, mais le problème, c'est qu'avec Sherlock, ça nous met tellement en retard que on va quand même essayer. On a signé un jeu dont on a signé la licence aussi. Donc, voilà. Ok. Attendez, vous attendez. Moi tu me dis licence, tu dis jeu. Il va falloir en fait, voilà, j'ai découvert, on m'a fait découvrir plus précisément un jeu que j'ai testé. J'avais lu le bouquin. C'est sur un bouquin. J'avais lu le bouquin et donc j'ai joué au jeu et je me suis dit, c'est vraiment bien rendu. On m'a dit, tiens, ils ont fait un jeu sur ça. Je me suis dit, mais comment on peut vraiment le faire Et j'ai joué et ça marche très bien. Il y a une mécanique très… Alors, c'est plus ou moins coop. Et c'est très original. Et ça marche système bien. de coop, il marche très très bien. C'est basé sur… Alors, je ne sais pas si les gens vont connaître. Après les avoir teasés, ils s'attendent à ce que je leur annonce Star Wars. Mais non. Non, quand même pas. Il y a des dents du fond qui vont exploser sous la pression. C'est La Horde du Contrevent. Ah, génial. Alors, La Horde du Contrevent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bouquin d'Alain Damasio. Il n'y a pas plusieurs volumes? Non, il n'y a qu'un seul volume. Donc c'est de la SF française. En gros, c'est sur une planète qui est vraiment ravagée par les vents et de toutes les X années, toutes les générations, en fait, ils envoient des hordes qui sont composées d'experts pour essayer d'avancer à contre-vent, pour essayer de trouver l'origine du vent. Et donc, le bouquin, c'est l'histoire de la Xème horde, j'ai oublié le numéro, que Mathias de la Volte me pardonne, et Alain Damasio aussi. Donc, ça, c'est leur histoire. Et donc, ils doivent remonter. Et quand on dit du vent, c'est pas la petite bise. Voilà. D'accord. Et donc, c'est toute une réflexion. Le bouquin est bien fait parce que déjà, il y a plusieurs personnages dans la Horde.
Et d'ailleurs, c'était ma peur initiale. Je me suis dit, mais j'espère qu'ils n'ont pas fait plusieurs hordes qui doivent être la première. Pas un jeu de course. D'accord. C'est absolument pas ce qu'ils ont fait. Donc, 2 auteurs belges. Mais on en parlera plus en détail dans quelques temps parce que là, pour l'instant, on est encore au niveau scoop. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de faire arriver la horde au bout du chemin. Sachant que, première originalité, le jeu peut durer éventuellement 3 heures, mais en fait, il est découpé en 2 parties. C'est-à-dire qu'il y a la première partie de l'aventure qui dure 1h30, qu'on peut jouer. Point. La deuxième partie de l'aventure qui dure 1h30, qu'on peut jouer. Et où jouer la totale en 3 heures. Mais on peut aussi dire j'arrête là, et puis comme j'étais arrivé là, je reprends et j'arrête là. C'est sans problème. D'accord. Et le rejouer, parce qu'il ne se passera pas les mêmes choses. On va rencontrer tout un tas de périls qu'il va falloir gérer, notamment le vent. Le vent qui est un problème naturellement, mais des tas de gens qui circulent sur cette planète, et puis simplement, il va falloir veiller à la cohésion de la horde qui peut se disloquer. Et donc, c'est ça aussi. Tout ça, ça rend vraiment bien le bouquin de Damasio parce que, en gros, le bouquin est écrit. Alors, les gens qui disent, oui, le trône de fer, ils vont me dire, ouais, mais bon. En fait, chaque chapitre est écrit du point de vue d'un personnage et ils ont tous leur façon très particulière de parler. Et de parler. En plus. Donc, on reconnaît dans le style, c'est la performance d'Alain Damasio, c'est que dans le style d'écriture, parfois, il ne sait même pas de nommer, mais on sait qui est en train de parler. Et donc, c'est que des forts caractères. Ils ont tous leur spécificité. Et donc, tout ça, c'est très, très bien rendu dans le jeu. Donc, ça va être on va dire que ça va être coop. Donc, tous les joueurs vont activer des personnages de la horde pour essayer d'avancer, décider par quel chemin avancer. Et puis, il y a le vent qui va les empêcher d'avancer, voire même les faire reculer. Alors, c'est pas comme dans les cartoons, c'est pas ça souffle fort, on recule. Mais simplement, ils ne peuvent pas passer par là, donc ils doivent trouver un autre chemin. Et c'est quelque chose… coup de cœur aussi. Oui, on va s'en occuper dans quelques temps. Si les journées étaient 2 fois plus longues, tu pourrais le faire. Voilà. Tu pourrais le faire pour demain. Ouais. On a eu quand même une année 2016 qui s'annonce impressionnante. Oui. Ouais, encore du boulot d'ailleurs. Oui. Ouais, ça veut dire tester, ça veut dire revenir nous montrer les jeux une fois qu'ils seront terminés parce que il ne s'agit pas juste de nous les présenter, mais ça donne envie. Donc, on aimerait bien pouvoir y jouer. Alors, il faut savoir que tout ça n'est rendu possible aussi que parce qu'on a un peu mutualisé des ressources avec Space Cowboys, tu vois. La preuve. Genre, tu vois, sur Sherlock, il nous aide sur la promo, alors Philippe nous aide pour faire la fabrication, c'est lui qui trouve les solutions pour la fameuse boîte fourreau, pour faire des trucs super. Tout ça n'est rendu possible que parce qu'on a un peu mutualisé les ressources. Et donc ça, c'est un effet positif de cette mutualisation. Je tiens à dire ça parce que tous les gens qui ont dit oui, mais Istari, machin, c'est peut-être fini, tout ça. Non, c'est croqué, c'est même mieux. Par exemple, des choses comme l'extension Shakespeare ne sont rendues possibles que grâce à ça. L'extension Shakespeare, on ne va pas gagner d'argent avec. Faut arrêter le fantasme. C'est 50 cartes, ça va être vendu 10 euros. Voilà, on va gagner 1 euro par jeu vendu. On va en vendre 5000. Donc, ça va nous faire gagner 5 000 euros. Si tu penses le temps que tu as travaillé dessus, c'est donc pas rentable. Mais tout ça, c'est rendu possible parce que aussi… Mais c'est bien de le dire, c'est vrai. C'est bien, ça dédramatise… Enfin, non, ça défantasme. Oui. Ça désillusionne pour ceux qui… je veux pas la faire à la vie est dure, on gratte la terre pour manger. La question n'est pas là, mais c'est dire aussi que grâce à cet assemblage qu'on a avec Space Cowboys, on peut continuer à faire des belles choses avec Istari et en même temps des belles choses pour Space Cowboys. Vraiment, c'est un truc dont on se fait… C'est une synergie. Une synergie. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une synergie. Je cherchais le mot. Mais je t'en prie, avec plaisir, Cyril. Reviens quand tu veux. L'année 2016 de Istari qui va donc commencer avec Xeno et qui finira, en fait on ne sait pas trop, ça dépend. Ça peut être en Italie, ça pourrait être sur les hordes du contrevent. Tout ça c'est en 2016. Merci beaucoup Cyril. C'est un plaisir. De nous l'avoir fait comme ça, cash, in extenso. On se retrouve nous dans d'autres Trick Track Télé. Il y en aura d'ailleurs qui seront sur ces jeux Istari dont vous avez pu découvrir l'existence. Je vais regarder la caméra droit dans les yeux. Si Nod me voit encore, est-ce qu'il respire? Oui, il respire, tout va bien. Merci Cyril, à tout bientôt. Chers internautateurs et internautatrices, à bientôt, à vous aussi. Maintenant, il est le temps de jouer, alors bonne partie. Salut Cyril. Salut.